Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 10 octobre 2023 et c'est l'épisode 337. Dans cet épisode, on va vous parler des annonces de nouveaux appareils par Google avec les nouveaux smartphones Pixel et Pixel Pro notamment. Il y a aussi la nouvelle Pixel Watch, il y a plein d'autres petites choses qui ont été annoncées. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de l'arrivée des nouvelles versions de ces appareils ? On verra ensemble et puis on aura également plein d'autres sujets avec tantôt de l'intelligence artificielle, tantôt un petit peu moins. Il y aura notamment d'ailleurs un procès qui concerne directement Google et qui est très relayé en ce moment dans l'actu et très suivi évidemment avec la place du moteur de recherche vis-à-vis de sa concurrence. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. J'ai la voix un peu abîmée parce que j'ai un léger rhume. Ce n'est pas un effet de style que j'essaye de me donner. Ironie du sort, j'ai eu ma 5e dose de vaccin contre le Covid jeudi soir. Il y a de ça quelques jours, j'imagine ça n'a rien à voir. J'espère que vous me pardonnerez en tout cas sur cette voix un peu abîmée. Et bien entendu, je retrouve celui qui a une voix parfaitement limpide, mais qui est aussi et surtout le responsable du conducteur de cet épisode, qui a préparé tout le contenu éditorial de ce que vous allez écouter. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, on se relaie manifestement, c'est parfait ça. Ouais, exactement, on se relaie, tantôt l'un, tantôt l'autre. Vous voyez qu'on a une santé qui n'est pas à toute épreuve, mais c'est pas grave parce qu'on reste présent envers et contre tout. Et peut-être une des raisons pour lesquelles on est toujours présent semaine après semaine, c'est parce qu'on a une communauté en feu. On a des personnes qui notamment acceptent de nous soutenir, qui font de cette passion quelque part une vraie activité pro avec une rémunération un peu récurrente. Je voudrais citer à ce sujet Nicolas R, Jolan, Tomissus et Romain Leclerc qui ont soit accepté de nous soutenir ou qui ont actualisé leur participation. Et oui, je dois vous le rappeler, Patreon, c'est une page de financement participatif qui évolue. D'ailleurs, il y a Patreon qui a quelques petites évolutions sympas. Ils se veulent être un petit peu le réseau social du créateur. On va voir comment ça évolue. En tout cas, de votre côté, si vous trouvez que Tech Café, qui est dispo gratuitement pour tous, remplit son objectif de vous informer de manière qualitative et sourcée, tout en vous divertissant avec un format que vous ne retrouverez pas ailleurs pour optimiser votre temps disponible. On sait qu'il est précieux, le temps, par exemple celui des transports, du ménage ou du sport. Vous pouvez choisir de vous inscrire en quelques minutes sur patreon.com/techcafé et contribuer avec quelques euros par mois, avec un montant d'ailleurs qui vous paraîtra au plus juste. Vous contribuez à faire de cette activité de passionné une activité de pro et quelque part un véritable salaire pour Guillaume Poggiaspala et moi. Et puis en échange, en contrepartie, vous profitez du podcast sans la pub avec le chapitrage time-codé des épisodes. Donc c'est l'idéal pour retrouver un sujet qu'on a abordé ou pour passer une rubrique qui vous paraît un peu moins intéressante. Quand on parle de communauté, je me dois bien évidemment de vous inviter à venir évaluer le podcast sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. La raison numéro 1, c'est parce que les gens qui découvriraient un Tech Café derrière verraient que c'est un podcast qui est très apprécié, très bien évalué de la communauté. Et c'est d'ailleurs la démarche qu'a faite Broutelune qui avait déjà déposé un avis mais qui l'a actualisé et qui dit: je renouvelle mon commentaire et je réagis par rapport au dernier épisode, l'entretien avec Romaric Briand. C'est donc un commentaire qu'il a déposé suite aux épisodes que j'avais enregistrés avec Romaric Briand, créateur de jeux, et diffusé cet été. Quel plaisir d'entendre parler de jeux de rôle. Hâte d'entendre les prochains épisodes. Si un des deux Guillaume, attention, il y a peut-être un appel du pied Guillaume, trouve le temps de sortir un podcast sur les jeux en général, que ce soit de rôle, vidéo ou les jeux de société, je le suivrai sans hésiter. Et sinon, dans l'ensemble, toujours au top, l'enthousiasme de Guillaume Vendée, l'humour de Guillaume Poggiaspala sont un régal pour les oreilles. Ils forment un super duo. Merci beaucoup à toi, Broutelune. On a entendu ton invitation. On manque probablement de temps pour développer toutes les choses qu'on rêverait de faire, mais c'est bien entendu. Je conclus enfin ce tour de piste pour vous rappeler que vous pouvez échanger entre vous et avec nous sur Discord. Le lien est dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez aussi saisir sur votre smartphone, là, pendant que vous nous écoutez, techcafé.fr/Discord et hop, ça vous renvoie tout de suite au bon endroit. Et puis, vous pouvez réagir également sur techcafé.fr parce qu'il y a les articles qui accompagnent la publication des épisodes, où il y a d'ailleurs tous les liens vers les articles qui ont servi à construire le contenu éditorial
de ce que vous écoutez. Et d'ailleurs, on va rebondir sur des commentaires qui ont été déposés. Alors, il y a eu un premier commentaire de Mika, qui est un serial commentateur des épisodes de Tech Café, qui a fait une analogie qui était intéressante. Il dit: l'affrontement entre l'Apple Vision Pro et le Quest de Meta me fait penser au même combat Betamax contre VHS. Et tout comme souligné par Guillaume, oui, l'un est meilleur techniquement, tout comme le Betamax surpassait la VHS à son époque, mais au final, c'est le prix qui a fait toute la différence au profit de la VHS. Et derrière, il y a Cyprien qui a lui-même répondu à Mika et qui dit: le parallèle semble intéressant. Cela dit, on aurait pu dire la même chose des iPhones et Android. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que Meta reprend l'idée du spatial computing. Personnellement, je pense que les deux produits offrent la même chose, peu importe la norme ou le standard offert. Ce qui a changé par rapport à la guerre Betamax, VHS, c'est nos modes de production. Il ne faut pas oublier que ça fait des années que DVD, Blu-ray coexistent et c'est un exemple parmi tant d'autres. À notre époque, les entreprises peuvent se permettre de produire des appareils ou des produits qui font la même chose sous des standards différents pour toucher un public plus large, et ces produits coexisteront. Alors déjà, merci, parce que je crois que Guillaume, on peut se le dire en toute humilité, on a la communauté qu'on mérite et moi j'aime bien avoir ces réflexions et ces développements. Et tu voulais peut-être réagir toi de ton côté, Guillaume, là-dessus? Ça dépend pour si c'était sur le retour de Cyprien, oui, ouais. qui a fait un long commentaire, donc il avait un aspect. Enfin, il avait parlé des lunettes connectées dont on avait parlé la dernière fois, tu sais, les lunettes Ray-Ban de Meta. Oui. Donc lui, il disait qu'il aimait bien cet aspect GoPro, effectivement, pour filmer des trucs. Bon, c'est sûr, moi je suis assez d'accord là-dessus. Hein. Ça peut être très sympa d'avoir des lunettes qui filment des trucs particuliers quand t'es dans une situation vraiment particulière, quoi, spécifique. Mais bon, au quotidien, c'est vrai que les avoir toujours sur le nez, ça me paraît toujours socialement difficile. Et pour le Quest 3, il parle de LEM, en fait, de grands modèles émotionnels, donc de Large Emotional Model. Enfin, c'est vraiment les trucs... des analogues au LLM, si tu veux, mais pour les émotions. Et en fait, je pense que c'est vrai que c'est une bonne idée, hein, parce que je pense que ça se fera d'ailleurs si à un moment Meta veut rajouter une couche plus naturelle à ses avatars. Ces avatars IA qu'il a quand même évoqués, hein, donc lors de la keynote. Donc parce qu'il faudra qu'ils s'expriment, donc évidemment ils vont parler. Donc je veux dire, ils vont parler, ils vont générer du texte, ils vont générer ils vont générer du texte et probablement ils vont parler de vive voix, mais ils exprimeront aussi des choses de manière non verbale probablement, et peut-être même avec des tons. S'ils sont incarnés en 3D, il va falloir qu'ils bougent. Et donc je pense effectivement que c'est pas si compliqué forcément, parce que c'est une modalité de plus, quoi. Et tu rajoutes une modalité dans ton modèle, hein, et puis finalement pourquoi pas. La difficulté, c'est d'avoir un dataset consistant, quoi, et qui peut se constituer en effet avec des données de casque, voire de montre, puisque la Watch 2 traque l'état émotionnel, donc on va en reparler, hein, bien sûr. Et enfin, sur le Gaussian splatting, il nous dit qu'il verrait bien ça pour des visites d'appartements. Et c'est vrai que ça serait idéal. Ça serait super cool. On pourrait se balader de manière totalement libre dans un appartement comme ça, en regardant dans tous les coins. Mais bon, alors, il me pose vaguement la question, si tu veux, est-ce que notre avis sur la viabilité du truc? Alors, on n'est pas des pros, hein, surtout moi, je suis vraiment pas un pro de de l'immobilier, mais bon, moi je vois deux bémols. Le premier, c'est que c'est la lourdeur de la procédure déjà quand même, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de faire des photos à 360 degrés, un clic par pièce avec une caméra prévue pour, et c'est fini, tu vois. Donc je pense que t'as déjà vu sur les annonces immobilières, parfois t'as des trucs en 360, tu peux te balader comme ça avec une vue en 360 degrés. Et donc je l'ai vu, c'est plutôt sympa, et bon, c'est pas beaucoup plus compliqué que de prendre des photos plates, quoi, de prendre des photos à 360, il suffit que tu sortes ta caméra et c'est bon. Pour les Gaussian splatting, il faut quand même des dizaines de clichés par pièce, hein, minimum. Donc ça peut vite monter une centaine pour une maison, et le tout doit être après digéré quand même par des gros algos. Après, c'est pas forcément grave, hein, c'est une fois pour toutes. Par contre, il faut quand même une carte graphique raisonnablement puissante pour afficher le tout. Quand tu vas sur le site web, tu peux parfaitement imaginer que sur le site web, tu puisses effectivement cliquer directement, pareil, que les photos à 360. Bon, le problème, c'est que c'est quand même qu'il faut une carte graphique beaucoup plus puissante que pour juste une simple photo à 360 degrés, ce qui limite un petit peu l'accessibilité. Et le deuxième bémol, c'est que les splats peuvent reproduire beaucoup de détails, donc les meubles, les objets, les plantes, des choses en fait qu'on ne vend pas avec l'appartement en général. Donc est-ce que ça vaut le coup de retenir autant de détails ? Je sais pas. Après, évidemment, ça serait une presta super luxe, hein. Tu te balades en VR, t'imagines, dans une reproduction Gaussian splatting d'une maison, ça serait super. Et les splats rendent ça super facile, en fait. Enfin, disons, non, c'est pas vrai. Elles rendent pas ça super facile, mais elles rendent ça totalement envisageable. Alors que les nerfs, donc la génération d'avant, finalement, c'était pas gérable du tout. Alors, est-ce qu'économiquement, dans le milieu de l'immobilier, ce serait rentable ? Je sais pas. Bon, écoute, j'ai une agence Stéphane Plaza au coin de ma rue, faudra que j'aille demander.
Ah, tu viens de faire un glissement un placement de produit, un placement de marque en tout cas, intéressant. Tu sais qu'il existe maintenant avec les appareils qui sont dotés d'un lidar, cette capacité à faire un scan en 3D des environnements. Et en fait, ça me semble tellement beaucoup plus facile de faire un scan 3D avec un appareil doté d'un lidar. Il y a des iPads et des iPhones, mais j'imagine peut-être aussi des smartphones Android, j'en suis assez persuadé, qui sont dotés de ce type de techno. Et il y a des applications qui le font. Je me dis que c'est peut-être quand même plus simple, non? Qu'est-ce que t'en dis que de faire des dizaines de photos par pièce et d'essayer de faire traiter ça par des algorithmes? C'est pas tout à fait la même chose parce que le rendu est pas exactement le même. Déjà, si tu fais, la photogrammétrie, c'est assez compliqué. Enfin, il y a plein de trucs en réalité. Tu peux faire des photos qui soient juste en relief, hein, avec 2 caméras, ça suffit. Tu peux faire donc avec un lidar, mais tu fais donc une image en profondeur, mais avec une depth map. Donc ça veut dire que finalement le point de vue est fixe, ou alors il est quasi fixe. Alors que les Gaussian splatting permettent de tourner autour des choses. Exact, et ça, c'est beaucoup plus puissant, mais c'est aussi évidemment beaucoup plus lourd à gérer quand même. Hein. Il faut quand même faire des images sur tous les angles, là, parce que sinon, évidemment, c'est pas possible. Donc, chaque truc a ses avantages et ses inconvénients, hein, évidemment, pour l'instant. Donc, les splats, c'est bien, mais bon, voilà, c'est un peu plus lourd. Ouais, c'est l'éternelle question qu'il faut se poser, c'est la plus-value versus l'effort, l'énergie, etc. qui est consommé en face. Bon, c'est une question à laquelle on ne répondra pas définitivement, mais il y a une orientation dans ta réponse, Guillaume. Pour terminer notre rubrique courrier des lecteurs et attaquer dans le dur de notre épisode, je voulais juste mentionner, je vous ai parlé du Village, qui est un jeu de Romaric Briand, justement, qu'on citait encore tout à l'heure, qui est dispo gratuitement sur son site. Donc c'est romaricbriand.fr/le village, mais Darky Ben, qui est le compère technophile de Romaric, a développé évidemment le site web avec le jeu accessible en ligne, mais il a aussi développé une application mobile sur Android qui s'appelle Le Village, comme vous auriez pu vous en douter. Pour rappel, hein, comme je vous le disais en intro du dernier épisode, c'est un jeu avec donc vous pourriez d'ailleurs y jouer avec un vrai jeu de 54 cartes où vous devez avoir une espèce de mix entre le solitaire et le démineur. C'est gratuit, c'est du tout bon. Allez jeter un coup d'œil et à mon avis, amusez-vous avec. Mon record à ce stade, c'est 6 victoires d'affilée. Je pense que je peux faire beaucoup mieux. À vous de me challenger aussi. Et alors, une dernière mention qui est vraiment plus de la rubrique d'infos, mais évidemment, on n'apprend pas grand-chose sur le plan de la technologie, mais je voulais quand même le relayer parce que c'est en lien avec l'actualité très chaude et pas forcément, évidemment, vous en doutez, réjouissante, puisqu'il s'agit des attaques du Hamas en Israël, donc dans le cadre du conflit israélo-palestinien qui s'est ravivé depuis le 7 octobre. Et la raison pour laquelle je voulais rementionner le sujet, c'est que, évidemment, c'est l'opportunité, une fois de plus, de mettre en lumière la difficulté, pour peu dire, que représente la communication de ce sujet sur les réseaux sociaux. Et évidemment, vous me voyez venir sur X, ex-Twitter. Il y a Elon Musk notamment qui a invité ses abonnés à suivre des comptes qui sont habitués à diffuser des fake news et même pour l'un d'entre eux des publications antisémites. Alors il a supprimé son tweet, enfin sa publication Elon Musk en quelques heures, mais évidemment entre-temps il y a eu des millions de vues dessus. Et puis il y a énormément de vidéos qui circulent sur la plateforme qui sont pas floutées, des vidéos de victimes avec un algorithme qui est complètement aux fraises par rapport au tri qu'il pourrait y avoir sur ce contenu-là. Quand le contenu est signalé, il est retiré pour partie, mais les vidéos continuent à être accessibles. Et puis évidemment, c'est toujours très facile de tromper l'algorithme. Et quand il y a une vidéo ou une image qui est identifiée, sur laquelle il y a un drapeau, il suffit de la transformer très légèrement et ça trompe complètement le système d'identifiant unique qui est associé à chaque contenu média. Donc ça met en lumière encore une fois de plus, hein, comme on est habitué à le dire à chaque fois qu'il y a un événement de ce type, un peu emblématique sur le plan de la société, que les réseaux sociaux et en l'occurrence Twitter qui a été dénaturé et réduit en voilure sur les équipes de modération est un terreau hyper fertile pour relayer des fake news. Évidemment très très vite il y a eu aussi des comptes qui ont été récemment réinstaurés par Elon Musk qui publient des contenus qui laissent imaginer, vous vous en doutez, que les attentats ont été autorisés par Israël pour justifier des représailles futures contre les Palestiniens. Bon, c'est pas beaucoup mieux sur TikTok d'ailleurs, hein, qui est aussi un terreau fertile pour le relais de ces infos. Mais X, ça fait évidemment froid dans le dos quand on voit ce qui est maintenant relayé.
Guillaume, je suis pas certain d'ailleurs que ça laisse place à d'autres commentaires ou d'autres réactions. On peut que déplorer cette situation. Je te propose plutôt qu'on tourne cette page malheureuse pour qu'on s'enthousiasme un petit peu sans autre forme de procès sur les annonces de Google, parce que bah oui, Google a présenté plein de produits. La question maintenant qu'on se pose à chaque fois qu'il y a ce type de présentation, c'est à quel point il y a de l'intelligence artificielle qui est présentée dans ces produits. Dis-nous tout, Guillaume. Bah écoute, oui, le 4 octobre dernier, Google a fait une keynote où il a présenté ses nouveaux téléphones Pixel, ses Airbuds, ses Pixel Watch, sa Pixel Watch, tout ça, et on aurait pu croire que ce serait principalement un événement de présentation de matériel, on a d'un petit peu d'Android 14, alors que finalement, c'est le festival de l'IA, un point même un petit peu étonnant. Alors c'est pas une surprise que Google mise énormément sur ses logiciels, ça c'est pas une nouveauté. Les pixels ont toujours utilisé plein d'algorithmes ultra efficaces d'ailleurs, pour la photo en particulier, mais bon, là le terme AI a été répété plus de 50 fois en l'espace d'une heure. Rick Osterloh, le patron de la division matos chez Google, prend même l'audience à témoin que même en 2016, lors de la présentation des premiers pixels, l'IA était déjà au centre de la philosophie des produits. Sauf que non, en fait, peut-être dans sa tête, mais en 2016, on parlait déjà de l'assistant Google, oui c'est vrai, de la photographie computationnelle, on disait ça comme ça à l'époque, computational photography, mais le terme AI n'était pas du tout au centre du discours, c'est pas vrai. Bon, est-ce que c'est un pinaillage terminologique ou est-ce que ça montre bien à quel point Google se sent menacé par OpenAI, Microsoft et tous les nouveaux concurrents sur le secteur? Bon, Google en a peut-être fait des caisses, mais on peut facilement leur reconnaître aussi que les fonctions qui ont été présentées étaient quand même impressionnantes, que ce soit sur la photo, la vidéo ou l'audio d'ailleurs, avec le nouvel assistant aussi qui intègre désormais bien naturellement Bard, le chatbot mal aimé, mais bon, le chatbot de Google tout de même. Et on va peut-être suivre tout simplement le fil de la keynote pour décrire tout ça en commençant comme eux par les Pixel Buds Pro. Donc allons-y. Voilà, je pense que eux-mêmes, les nouveaux Pixel Buds Pro sont pas spécialement remarquables. Ce sont des écouteurs Bluetooth True Wireless avec annulation de bruit active et qui se déclinent en de nouvelles couleurs, bleu, porcelaine. Voilà, bon, ils coûtent 200 balles, enfin $200. Et bon, voilà. Alors, les principales nouveautés finalement sont software. Déjà par la présence de nouveaux profils Bluetooth dits Super Wideband. Alors, ne pas confondre avec l'Ultra Wideband, parce que l'Ultra Wideband, c'est un protocole radio, qui est un protocole radio différent de Bluetooth, alors que là, ce Super Wideband, ça passe par Bluetooth, ça passe par le Bluetooth standard, mais il y a une large bande de fréquences sonores. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça en fait, il y a plus de fréquences sonores qui sont capturées, enfin qui sont transmises. Donc il y a une gamme de fréquences plus large, les ensembles micro-casques courants, donc on parle de bande de fréquences pour le son et pas pour la radio. De ce que j'ai pu voir, ce serait une gamme de 50 Hz à 14 kHz, qui utilise le codec LC3. LC3, ça veut dire LC3, c'est LCCC, donc c'est Low Complexity Communication Codec. Donc c'est un codec qui est prévu pour la musique à l'origine, qui est meilleur que le SBC, et on aura aussi moins de latence. Donc en fait, on aura une très très bonne qualité, une meilleure richesse sonore, tout simplement. Donc on aura du son meilleur pour les appels, et ce sera exclusif au Pixel 8 et au-delà. Mais bien sûr, on aura aussi des fonctions plus impressionnantes avec de l'IA dedans. Donc il y a une détection de conversation, par exemple. Quand les écouteurs détectent que vous parlez, ils passent en mode transparent automatiquement. Donc la musique s'arrête et vous entendez votre interlocuteur comme ça. Tout revient automatiquement quand vous cessez de parler. Ou quand on cesse de vous parler. Les AirPods Pro 2 font ça, d'ailleurs aussi. Voilà, ça c'est le genre de truc effectivement qui est assez attendu. Et il y a aussi un algo pour la réduction de bruit ambiant et l'amélioration de la clarté générale de l'appel qui est quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire que c'est juste, tu enlèves pas juste le bruit comme ça, les souffles. C'est vraiment dans un restaurant bondé ou le métro, le casque est censé isoler la parole et la rendre parfaitement intelligible. En tout cas, c'est ce qui est promis dans les démos, quoi. Je sais pas si t'as vu ça. Est-ce que tu es impressionné, toi, par ça? Oui, je suis impressionné. Alors après, j'ai pas l'impression que ce soit complètement exclusif à Google. Tiens, je passe au passage sur le fait que je comprends pas ce besoin de personnaliser, parce que c'est présenté comme ça par Google. Je reviens au design, aux couleurs des écouteurs, de les personnaliser avec son smartphone. Bon, c'est présenté comme ça, tu vois, comme genre tu te prends un smartphone bleu, il te faut des écouteurs bleus. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Bref, c'est un petit détail. Oui, je suis assez impressionné par tous ces usages qui se concrétisent au travers des oreillettes. Et moi, je suis assez convaincu à titre perso. Je suis assez même consommateur. Et c'est pas du gadget. Ça paraît assez accessoire, mais à l'usage, c'est vraiment sympa pour l'avoir testé. Et effectivement, c'est pas des fonctionnalités exclusives à Google, parce qu'a priori, on les retrouve aussi
d'ailleurs du côté de chez Sony qui a des casques qui font ça plutôt bien. Mais écoute, c'est vraiment très bien. Et en fait, ce que je trouve, c'est que Google se met vraiment à niveau par rapport au haut de gamme de ce type de produit des autres constructeurs. Donc c'est vraiment plutôt très cool. Ouais, c'est très convaincant. Tu es sensible toi aussi à ce type d'usage qui est oui, qui est mis en après avant, c'est vrai quand t'as déjà essayé d'appeler quelqu'un dans le métro, tu places un certain nombre d'espoir dans ce type d'algo. Oui, ça c'est sûr. Effectivement, ouais. Surtout maintenant que ça capte dans le métro. Ouais. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, on a eu donc les Buds Pro. Ensuite est venu le tour de la Pixel Watch 2, qui a été un petit peu redesignée en partenariat avec les Fitbit. Bon, oui, elle est jolie. Bon, elle est pas très différente de la 1. J'ai toujours trouvé la 1 belle, mais la 2 est aussi avec un écran qui déborde plus sur la surface de l'appareil. Et donc, moi perso, enfin, j'ai toujours été assez sensible à cette montre. Je la trouve plutôt jolie. C'est dommage, j'ai jamais été très convaincu par les tests qui ont été faits. Moi, je suis plus convaincu par ce qu'il y a sous le capot, puisque effectivement, il y aura un nouveau processeur de chez Qualcomm, le W5, qui sera un quadricœur qui est largement plus efficace qu'avant. Ça devrait quand même changer un petit peu la donne. Elle est proposée en version GPS et en version LTE. Elle coûte quand même $350 pour 31 grammes en aluminium 100% recyclé. Donc on ne mentionne pas qu'elle soit carbone neutre, mais bon. Oui, pas beaucoup plus d'autonomie que l'Apple Watch. Hein. Non, certainement pas, malheureusement. Donc la Watch 2, quand même, a un nouveau panel de capteurs à l'arrière avec température, des meilleurs capteurs pour le rythme cardiaque et un capteur de conductance cutanée. Et ça mesure l'activité des glandes sudoripares, apparemment, et ça permettrait de suivre ton état émotionnel. Alors, la vidéo promo de la montre met en scène une grimpeuse, Shona Coxey, qui est athlète olympique, qui est une maman aussi, tu sais, c'est pas facile tout ça, et qui est ravie de sa watch, et qui dit même que c'est carrément « a window into my potential ». Une fenêtre sur mon potentiel. Alors je sais pas si c'est les marketeurs de Google qui ont pondu ça ou si c'est naturel. c'est sorti comme ça. Peut-être c'est naturel. Les deux ne m'étonneraient pas. Écoute, c'est peut-être naturel aux US, le melon, c'est une philosophie de vie, quoi. Mais bon, c'est assez marrant. Voilà, moi, perso, c'est vrai que je suis pas très sensible à ce genre de truc. Pour le coup, je vois absolument pas pour quelle raison je voudrais que ma montre et Google puissent pister mon état émotionnel 24 heures sur 24. Surtout Google. Parce que c'est possible, en fait. Elle détecte par exemple, si elle détecte que vous êtes stressé, la montre vous propose des exercices de respiration. Bon, est-ce que j'ai besoin d'une montre pour savoir quand je suis triste ou stressé ? Et puis quand je suis stressé, en général, c'est pour des bonnes raisons, tu vois, c'est parce que j'ai trop de boulot, que j'en peux plus de mes gosses, donc une appli de respiration, je sais pas si c'est vraiment suffisant. D'ailleurs, cette idée que c'est forcément à toi de pallier aux carences de ton environnement, qui lui-même est peut-être extrêmement toxique, ça, ouais. Et qu'un gadget t'y encourage, tu vois, ça me laisse toujours un peu perplexe comme philosophie. Laisse-toi harceler par ton entourage professionnel, mais respire. Ça voilà, respire, ça va passer. Tu sais, le problème, c'est pas du tout ce qu'il y a autour de toi le problème, c'est respire. Mais bon. Je me suis même demandé quelle était la fiabilité de cette information-là. En fait, ça me fait penser un petit peu aux mêmes indicateurs de détecteurs de mensonges. Tu vois, je me demande quelle est la fiabilité de ce type de capteur pour savoir si vraiment t'es stressé ou pas. Alors, c'est pour le coup, je crois que la conductance cutanée, ça permet effectivement de détecter si tu transpires ou pas, et donc c'est relié à ton état émotionnel. Avec quelle fiabilité ça détecte donc ça détecte, en gros, j'ai l'impression que ça détecte surtout que tu transpires un petit peu, quoi. Bon, alors après, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je sais pas du tout si c'est vraiment très fiable ou pas, je n'ai aucune idée. Moi, pour le coup, du point de vue de la vie privée, je veux dire, je suis quand même vraiment dubitatif sur la pertinence d'envoyer un monitoring de ton état émotionnel sur le cloud de Google, qui est quand même une régie pub. Mais bon, c'est peut-être moi qui vois le mal partout. Mais bref, voilà, j'ai pas encore parlé d'IA pour la Watch, mais il y en a aussi, bien sûr, puisqu'on a des algos de machine learning qui travaillent dans l'ombre pour offrir le meilleur suivi possible de tout ça. Et on a même accès à une IA personnelle. Donc un assistant IA pour interroger nos performances quotidiennes. Voilà, c'est avec Fitbit, c'est l'IA donc peut répondre à des questions en langage naturel, indirectement, comme pourquoi est-ce que j'ai été une limace asthmatique sur ce parcours alors que d'ordinaire je le survole comme une jeune gazelle. Et ton IA personnelle va pouvoir aller chercher dans toutes les données, dans l'historique, synthétiser tout ça et te dire, comme t'as passé tes 3 dernières nuits à boire des coups, à te faire des bangs, il y a peut-être un rapport. Et il pourra même vous donner, graphique à l'appui, à l'étendue quantitative de ta déchéance. Bon, je schématise un petit peu, mais c'est vraiment ça l'idée, quoi. Donc, et puis évidemment, il peut aussi vous donner des routines de fitness pour revenir à votre top niveau et atteindre, bien entendu, votre plein potentiel. $350 pour se réaliser pleinement, c'est du vol.
J'aime bien comment tu compares les $350 et la promesse qu'il y a derrière. Écoute, moi, j'aime beaucoup malgré tout ce type de produit et tu sais que je suis amateur, en tout cas, à ces histoires de montres connectées. Après tout, si ça apporte de la respiration, des réflexes auxquels on penserait pas, que ça apporte du plus, je me dis, après tout, c'est peut-être, il faut pas tirer trop vite sur le produit. Peut-être que ça peut rendre à des services. Et puis, je me dis, tout ce qui peut apporter du bien-être et positif, évidemment, c'est à mettre en perspective de toute la réserve que tu as pu partager à ce sujet-là. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup cette montre et ce qui m'étonne par contre, c'est le fait que Google continue à mettre en avant la marque Fitbit. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont du mal à convaincre Google en termes de crédibilité sur la donnée de santé et que l'acquisition de Fitbit, au-delà des technologies, des brevets, était aussi un gage de crédibilité et qu'ils ont du mal à l'effacer. J'ai l'impression, je sais plus quand date le rachat de Fitbit par Google, mais j'ai l'impression que ça date d'il y a quelques années maintenant et j'ai pas, en fait, je suis étonné de continuer à voir la marque Fitbit mise en avant, mais bon, c'est un avis tout à fait personnel. On va continuer avec les smartphones, forcément, Guillaume, les fers de lance. Passons au gros morceau quand même, hein, les Pixel 8. Bon, alors voilà, ils sont comment ? Ils sont beaux, mais ils sont aussi un petit peu plus chers que l'an dernier, autant vous le dire tout de suite. Hein. Le 8 démarre à $700 et c'est $1000 pour le Pro. C'est quand même $100 de mieux que pour les Pixel 7. Donc ils ont été aussi annoncés avec une extension de la durée du support de 7 ans. Enfin, à 7 ans, donc il y a 7 ans, donc jusqu'en 2030, les Pixel 8 recevront donc de vraies mises à jour d'Android et pas juste des mises à jour de sécurité. Donc c'est évidemment une excellente nouvelle. Hein. Ça va augmenter la durée de vie des appareils, c'est toujours très bien. Après, il faudra quand même rester attentif parce que Google a aussi, avec sa nouvelle gamme de téléphones, une tendance à verrouiller arbitrairement des fonctions sur un appareil ou un autre. Et bon, si c'est pour recevoir des mises à jour mais pas de nouvelles fonctions, du coup, c'est un peu idiot parce que ça encourage pas vraiment à garder son appareil le plus longtemps possible. Bon. Ça a été constaté d'ailleurs sur les précédentes versions de Pixel avec des trucs qui étaient promis comme étant arrivants, n'arrivant plus. Enfin bon, c'est compliqué un peu. Bon, alors pour l'instant, on verra. Mais effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Sinon, ces téléphones semblent tout à fait fréquentables d'autre part. Hein. Je veux dire, ils sont tout métal, en bleu, porcelaine et noir. 6,2 pouces en OLED pour le Pixel 8 avec une super brillance de 2000 nits et une dalle LTPO pour le Pixel 8 Pro en 6,7 pouces, pour lequel un rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, donc totalement adaptatif. Enfin, c'est pas du tout le cas du 8, du 8 tout court, qui est en OLED normal, donc il varie entre 60 et 120 Hz seulement. Bon, c'est déjà pas si mal. L'écran du Pro est dit Super Actua, donc il est super brillant en fait. Hein. Il est à 2400 nits. On a 8 Go de RAM et une puce à Tensor G3, dont il a été beaucoup question à la keynote. Hein. Le G3, il est toujours designé par Google, il intègre. Donc c'est un système sur puce standard avec GPU, CPU, comme on a un peu l'habitude, mais surtout, il y a un espace qui est tout aussi important, qui est accordé au TPU, au moins aussi important qu'au GPU. Et le TPU, donc c'est un Tensor Processing Unit qui est dédié spécifiquement à l'accélération des calculs, donc pour le deep learning, pour l'IA. Donc, en local, tout va se faire, il y a beaucoup de calculs qui vont se faire en local et pas dans le cloud. Et donc, l'architecture de ces TPU, donc sur le Tensor G3, c'est la même que celle dans les data centers de Google, puisque Google utilise des TPU pour faire tourner ses propres IA, donc dans le cloud. Et en fait, toute proportion gardée, ce sont les mêmes puces. Donc, les Pixel 8 font tourner 2 fois plus de modèles de machine learning que les Pixel 6, et le plus gros modèle géré par les 8 est 10 fois plus lourd que ceux utilisés autrefois par les Pixel 6, qui ont inauguré ces fameuses lignes des puces Google Tensor. De fait, Google donne pas de détails techniques sur le CPU, on sait pas, nombre de cœurs, architecture, on sait pas trop, fréquence, on sait même pas non plus. Il communique par contre sur les capacités à accélérer les algos de deep learning, comme la reconnaissance vocale, la photo, la génération d'images, la traduction simultanée, la synthèse vocale. On communique plus sur les chiffres en fait, mais sur les fonctionnalités pratiques, directement accessibles. Donc le G3, il est suffisamment puissant pour faire tourner des modèles fondationnels, donc directement sur l'appareil, ce qui veut dire que concrètement, il y a des modèles, des versions compactes, évidemment, de Palm ou du futur Gemini. Donc ça fait tout simplement des mini ChatGPT qui pourront tourner directement en local sur le téléphone et qui seront accélérés par la puce Tensor G3. Donc ça alors on ne sait pas à quel point ça fait partie de ce qui sera offert directement avec les Pixel 8, mais en tout cas ils en ont fait tourner dessus, ils savent que c'est possible, il y a des versions compressées, donc ça a été évoqué, il y a des versions distillées, donc compressées, qui tournent déjà dessus. Et donc, par exemple, les pixels sont déjà capables de répondre au téléphone à ta place. Donc de déterminer si c'est un spam, un démarchage téléphonique, et de décliner l'appel à ta place si c'est le cas. Donc il te dérange uniquement si c'est un appel important, par exemple un appel de l'aéroport, de ton to-be ou de ta maman. C'est notre rêve à tous quand même, oui. Guillaume, ça. Enfin, pour le dernier truc, j'espère qu'on pourra le configurer, mais bon, c'est... Et voilà, et tout ça se fait sans besoin d'accès à Internet, comme la retouche photo aussi, qui attend d'ailleurs de nouveaux sommets sur ces téléphones.
J'ai vu effectivement les démonstrations, mais tu peux continuer parce que j'ai pas grand chose à rajouter. Tu décris ça de manière exhaustive. Enchaînons sur la photo, quoi, parce qu'évidemment, de base, les Pixel 8 sont déjà pas mal lotis en termes de capteurs, hein, puisque le 8 a 2 capteurs, 50 et 12 mégapixels. Un grand angle, le capteur principal est 20% plus sensible qu'avant, et le Pro a lui 3 capteurs, donc un 50 mégapixels, un téléobjectif à 48 mégapixels et un grand angle à 48 aussi. Donc même le capteur frontal a droit à une mise à jour, avec 10 mégapixels et un autofocus. Il y a des contrôles pro, entre guillemets, hein, qui seront disponibles uniquement pour le 8 Pro, donc avec accès à la mise au point, la vitesse, le format RAW, voilà, ce genre de trucs. Hein. Donc, bon, que ce soit réservé au Pixel Pro, c'est purement marketing, ça n'a aucun... C'est ce sur quoi je voulais rebondir, mais tu l'as dit, et je pense qu'effectivement, c'est des limitations du 8 plutôt que des avancées du 8 Pro, mais bon. Non, vraiment, bon, c'est arbitraire. Alors, à noter par contre que le Pixel Pro a aussi un capteur de température. Donc, il peut vous dire si vous avez de la fièvre, il peut vérifier le biberon du bébé ou la température de ta poêle à frire. Bon, perso, ça fait longtemps que j'attends ça, en fait. Je trouve que c'est très pratique d'avoir un thermomètre sur son téléphone. Hein. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas déjà été fait, mais bon, je suis peut-être le seul à trouver que c'est un truc intéressant, mais bon. Voilà, ces beaux capteurs sont aidés évidemment par des nouvelles fonctions IA toujours plus impressionnantes, qui posent d'ailleurs toujours plus la question sur la nature même de la photographie en réalité. Bon, on connaissait le Magic Eraser, la gomme magique, hein, c'est là qui permettait de virer des objets ou des gens dans les scènes. Désormais, on peut tout simplement entourer un élément avec le doigt, très simplement, dans une photo, et puis ensuite, cet élément devient actif, en quelque sorte, on peut le déplacer, l'éliminer, changer sa taille, et voilà, le G3 fait le reste. Donc le fond, puisque quand tu déplaces le truc, le fond est reconstruit. En fait, tout est reconstruit, on peut aussi bien changer l'heure de la journée, ou le temps qu'il faisait à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On a aussi la fonction photo de groupe, donc en gros, il y a plusieurs photos qui sont prises, et on peut choisir non pas la meilleure du lot, ça c'est rien du tout, mais on peut prendre le meilleur visage sur chacune des photos qu'on veut et l'inclure dans un cliché final qui en fait est un composite, qui reconstruit avec les composites qui reconstruit avec chacun des visages. Donc on peut aussi éliminer les flous, on peut zoomer de manière impossible sur les clichés. Le Pixel Pro intègre un modèle génératif pour les images, c'est impossible autrement, qui rajoute des détails. Donc des détails qu'il imagine être là finalement. L'exemple présenté c'est le Golden Gate, on le zoom à mort, on zoome tellement qu'on voit les pixels, hein, on est à la limite de résolution, et après, on va un petit coup de enhance, comme ils disent, et hop, ça devient super fin. Donc, on voit tous les détails comme si c'était une vraie photo, en haute résolution. Mais... Sur le rendu, ça donne quand même un côté un petit peu enfin, je sais pas comment le décrire, mais un petit peu, c'est comme si ça avait des espèces de filtres. On sent que c'est pas une prise de vue, enfin, c'est peut-être moi qui l'interprète d'ailleurs, hein. On sent que c'est pas une prise de vue naturelle, enfin, ça se discerne, si tu veux. On peut différencier ça d'une photo qui serait cadrée à la même distance, non? Ah, ok. Je sais pas trop. Honnêtement, après, je sais même pas si c'est vraiment, tu sais, c'est la démo, voilà, on n'a pas mis les liens dessus, on sait pas ce que ça va donner, mais bon. C'est assez impressionnant parce qu'évidemment, il y a des détails qui sont rajoutés. On voit donc les petites rambardes, on voit les craquelures sur les piliers. Bon, est-ce qu'elles sont vraiment là ? En partie. Ben oui, est-ce qu'elles sont vraiment là finalement ? Bon, évidemment, on s'en fout un peu de savoir si c'est des craquelures réelles ou pas dans ce cas-là, tu vois. Mais bon, quand même. Et de toute façon, c'est vraiment pour tout. Hein. D'ailleurs, les capacités en faible lumière ont encore été améliorées. Donc le 8 Pro peut filmer et améliorer une vidéo de nuit et tout rendre parfaitement visible, à tel point qu'on dirait même plus la nuit. Perso, je trouve ça même un poil too much. Toujours en vidéo, Google propose aussi le Magic Boost, qui permet d'appliquer un effet HDR+, à une vidéo 4K 60 fps. En fait, c'est tellement lourd de faire ça que le traitement est partagé entre le téléphone et les serveurs de chez Google. Donc en gros, la vidéo améliorée finale est disponible après coup sur Google Photos, il faut la télécharger. Mais bon, ça concerne aussi le son, c'est ça qui est fou, ça. Même le son, le Magic Eraser, cette gomme magique, elle permet aussi... Enfin, il y a une version sonore, en gros, qui permet d'isoler le type de son que tu veux pour l'éliminer. Imagine, par exemple, c'est un exemple d'ailleurs dans la keynote, où tu filmes ton bébé qui babille, et en même temps, il y a le chien qui aboie derrière. Le téléphone reconnaît le babillage et les aboiements, et tu peux demander de virer les aboiements. Bon, moi, perso, j'aurais viré le bébé, mais bon, ça c'est moi. Toujours est-il que la nature des sons est reconnue par le téléphone quand même, c'est quand même fort quoi. Et que l'audio peut être aussi manipulé aussi profondément que l'image et directement en local. Donc on a vraiment toujours plus de possibilités de manipuler la réalité de manière toujours plus accessible. Alors, je sais, hein, on peut déjà faire ça avec Firefly, chez Adobe, ou bien chez soi avec Stable Diffusion. C'est vrai, mais là, c'est vraiment immédiat, c'est à la portée d'absolument n'importe qui. Tu entoures avec le doigt, quoi. Et il n'y a aucune raison que ce genre de fonctionnalité se réponde pas chez tous les constructeurs, dans tous les téléphones. D'ici 3 ou 4 ans, modifier la réalité aussi profondément que ça,
pourrait bien devenir une des fonctionnalités de base d'un téléphone, comme le HDR aujourd'hui ou le panoramique aujourd'hui, que absolument toutes les machines proposent depuis très longtemps, quoi. Et ça pose franchement des questions, parce que, en fait, ce sont des deepfakes. Dans la vidéo de promo, d'ailleurs, il y a une vidéo de promo pour toutes ces fonctionnalités, hein, une pub. Dans la pub, on voit des exemples qui paraissent anodins, mais qui ne sont pas totalement. Certes, imagine, tu élimines le bruit du vent dans la vidéo de ta demande en mariage. Bon, tu vas perdre l'information. Tu vas perdre l'information qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Bon, ok, c'est pas forcément crucial. Mais il y a plein de trucs comme ça. Par contre, tu vois, moi je trouve que c'est plus intéressant dans un exemple où on voit un gars sauter en l'air. Et ensuite, donc il saute en l'air normalement, quoi. Et ensuite, il se déplace plus haut sur le cliché final. Ça paraît anodin, mais c'est un mensonge. Il peut pas sauter aussi haut. Un autre exemple, on montre un basketteur qui saute vers le panier avec un trampoline. Et après coup, on efface le trampoline. Donc on a l'impression que le mec vole, littéralement. Ça paraît fun, c'est marrant, mais c'est aussi un mensonge. Le mec n'a pas sauté si haut, il ne peut pas sauter si haut. Ces photos sont des fakes. Donc on altère les souvenirs, on altère aussi ses souvenirs, on les améliore et on élimine tout un tas d'informations. On déforme tout un tas de trucs, souvent pour embellir les choses évidemment, et du coup on se raconte des histoires. Et si on poste des fakes, on raconte des histoires aux autres. Avec la généralisation de ces possibilités, est-ce qu'on n'est pas en train de se créer une nouvelle bulle de filtre mémorielle? Alors je sais que c'est pas d'hier, hein, la photo manipulée, la photo computationnelle depuis des années, mais elle le devient tellement et de manière tellement accessible qu'on peut même se poser la question de ce qu'est une photo en fait. C'est quoi une photo? Une belle image réaliste? Une belle image, un reflet de la réalité? À quel point on peut la déformer? Tu vois, c'est chaque année, indirectement, les nouveaux pixels posent la question de manière plus insistante, j'ai l'impression. Ouais, et il pose cette question-là et le point de convergence, il est effectivement de faire se rapprocher la prise de vue de la réalité et la génération d'images partie de rien. Donc là, on voit qu'il y a un accent de plus qui est pris dans cette direction. Et au final, c'est compliqué de dire bien, pas bien, de dire est-ce qu'il faut arrêter, pas arrêter. Et c'est pas quelque part, c'est pas le propos. Je pense qu'encore une fois, le propos de relayer ça dans un podcast comme Tech Café, c'est de vous apporter des clés de lecture et quelque part de pédagogie pour aider que ce soit vous dans vos aides à la décision et votre entourage, la vision qu'on peut avoir et le rapport qu'on peut avoir aux images. Quelque part, moi, si j'avais un point d'alerte, je trouve ça embêtant, non pas de proposer ces fonctionnalités quelque part, mais ce qui me paraît le plus embêtant, c'est de les inclure dans une application de photo. Et je pense que dans l'interface utilisateur, il y a aussi de la pédagogie à amener. Et aujourd'hui, l'utilisateur d'un smartphone, l'utilisateur d'un service de photo, on lui a donné comme habitude le fait que ce soit tes photos argentiques numérisées, que ce soit des photos numériques, que ce soit des photos qui sont prises au smartphone, ce sont tes souvenirs ou des éléments que tu as numérisés autour de toi et ils sont à un même endroit. Et aujourd'hui, on commence à injecter des éléments, comme tu le décris si bien, de deepfake. Et de mon point de vue, et même en tant qu'utilisateur, ça me dérange aussi, le fait de mélanger cet aspect prise de vue et cette côté génération d'images ou altération d'images avancées dans la même application sans discernement, c'est pas idéal. Alors oui, il y a les petites interfaces visuelles de Google qui montrent que le petit élément qu'il a détouré, c'est une silhouette qu'on peut déplacer, etc. En termes d'interface utilisateur, c'est sympa, mais le simple fait de mélanger des souvenirs et des éléments qu'on génère ou pour partie ou pour totalité demain par intelligence artificielle, c'est vrai que c'est perturbant. Écoute, on se fait fort de relayer cette avancée-là de la technologie et d'interpeller nos auditeurs sur les usages et les conséquences qui peuvent en être liées. Et évidemment, en intro, je parlais tout à l'heure du conflit israélo-palestinien. Je vous laisse mixer les deux news. Guillaume, on va mettre de côté ces questions quasiment trop philosophique pour Tech Café, si jamais il y a une limite à atteindre. Et on va continuer avec l'assistant de Google, avec Google Bard notamment, pour les interfaces domotiques aussi. Bah oui, comme on pouvait s'y attendre un petit peu, en ayant vu Alexa refaite avec un modèle de langage, et puis l'inclusion du copilote dans Windows 11, voilà, comme une nouvelle génération de Cortana, bah oui, l'assistant Google va à son tour reposer sur Bard, donc le chatbot de Google. Et le nouvel assistant, il va se comporter un petit peu comme une sorte de GPT, même de GPT Vision en fait. On lui demande n'importe quoi en langage naturel, et donc on peut aussi lui envoyer des photos pour qu'il s'en serve de contexte, pour qu'il donne les meilleurs hashtags sur la photo de ton chien, véridique, c'est un exemple de la keynote. Donc il s'inspire aussi du copilote puisqu'il peut aller chercher des données dans tout l'écosystème Google, donc par exemple dans tes emails, et plus loin il a aussi des extensions entre guillemets pour utiliser YouTube, pour utiliser Google Maps, et évidemment les fonctions du téléphone. Donc si tu lui dis d'appeler maman directement ou d'envoyer un SMS à ta cousine, il va le faire en direct.
Donc l'assistant Bard interagit à la voix, comme avant en fait, et on peut lui demander directement de faire un résumé de nos emails importants de la semaine. Si un pote fait une fête, il va le mentionner, bon, il va te dire qu'il fait une fête, et si tu demandes où ça se passe, il va ouvrir Google Maps et il va te le montrer tout simplement. Donc tout ça va aussi intégrer les tablettes et Google Home, et ça préfigure aussi peut-être un renouveau dans la domotique, un accès encore plus accessible. Donc petit à petit, tous les modèles modernes de deep learning sont en train de converger vers un objectif commun, qui est de faire un assistant personnel intelligent et polyvalent, que ça soit ChatGPT avec DALL-E 3, sa connexion web, ses extensions, son code interpréteur, etc., ou que ce soit le copilote, la future Alexa, exactement. Tous les constructeurs semblent faire le pari, quand même, de cette fameuse ère des copilotes, comme on avait déjà mentionné. Enfin, tous non, parce qu'il y a quand même un village d'irréductibles californiens qui semble résister à l'invasion des IA qui parlent, c'est Apple. Apple qui refuse obstinément même de parler d'IA, qui dit jamais le terme, mais qui assure quand même qu'il y a du machine learning un petit peu partout dans tous ces appareils, parce que voilà, Apple pour l'instant conserve sa Siri originelle, et Apple qui n'a toujours pas présenté de chatbot, alors c'est intéressant. Perso, je pense que ça peut pas durer. Tim Cook admet d'ailleurs qu'il teste en interne un équivalent de ChatGPT. Je pense pas qu'il puisse éviter encore bien longtemps de faire passer Siri à la vitesse supérieure. Ils sont poussés au cul par la concurrence, c'est vraiment pas confortable. Mais ça va être intéressant parce que aussi souvent ici on en parle évidemment énormément ici dans toute la presse, les IA génératives, c'est une technologie qui est incroyable mais qui est finalement très jeune et qui n'est pas sans problème. C'est pas vraiment encore une techno éprouvée à l'échelle où elle va être utilisée dans les années qui viennent, c'est-à-dire partout, dans tous les recoins de la vie, partout, vu comme ça part. Donc il y a une certaine part de risque quand même, et Apple en est très conscient, il aime pas trop le risque, il me semble. Ah, oui, effectivement, non seulement il aime pas trop le risque, mais j'ai l'impression que quelque part c'est aussi une forme de prudence pour la propagation de ces technologies-là pour les utilisateurs qui est plutôt saine. Enfin, moi, j'ai plutôt confiance dans la vision d'Apple plutôt que d'aller de manière complètement aveugle déployer ces fonctionnalités-là un peu partout. Moi, je suis plus à l'aise, mais c'est peut-être parce que je suis trop vieux, Guillaume. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses, va savoir. Bon, il faut qu'on conclue, Guillaume, sur les sujets Google. Alors, avec deux sujets. Le premier, c'est Android 14, quand même, c'est vraiment plus le cœur de l'annonce, mais bon. Non, en fait, c'est ça pour finir. Effectivement, on peut évoquer Android 14 rapidement parce que de toute façon, il n'a pas eu droit à énormément d'attention finalement à la keynote, le pauvre. Il est d'ores et déjà dispo sur Pixel un peu plus tard cette année pour le reste du monde. Et bon, comment dire, il y a l'IA. Un petit peu, sans rire. Bon, il n'y a pas eu des masses de fonctionnalités marquantes. Il y a un nouveau thème monochrome. La customisation de l'écran d'accueil. Tu peux utiliser ton téléphone comme webcam. Il y a le support des images en HDR10. On peut utiliser un PIN à 6 chiffres, youpi. Mais bon, la fonctionnalité la plus spectaculaire, finalement, c'est encore la possibilité d'avoir son propre mirage personnel en fond d'écran. Donc, on peut générer à volonté un fond d'écran. C'est un peu assisté, mais on peut générer ce qu'on veut. Voilà, je pense que c'est dans le cloud, par contre, donc c'est assez rapide. Donc, Android 14 et les mises à jour Android en général, finalement, sont de moins en moins spectaculaires, on va dire, de moins en moins médiatisés, de toute façon, parce que de toute façon, voilà, les services, le Play Store, les applications se mettent à jour indépendamment, et puis tu as des fonctions qui peuvent être dispo sur un téléphone et pas sur un autre, bon voilà. Donc Android lui-même, finalement, ça devient vraiment une couche d'infrastructure mature, qui évolue de manière très itérative, un petit peu comme le noyau Linux, finalement. Évidemment, c'est super important, c'est fondamental, le noyau Linux. Mais bon, un passage de version du noyau Linux, ça intéresse beaucoup moins le grand public que les couches applicatives qui sont par-dessus, désormais. Dernière chose que je voulais apporter, Guillaume, et compléter sur ce sujet avant qu'on passe à la rubrique suivante, je voulais juste mentionner très rapidement le programme Chromebook Plus. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais Google voudrait un petit peu mettre en lumière les appareils Chromebook qui auraient une expérience avec notamment du matos, des éléments sous le capot qui seraient un petit peu plus puissants, avec des PC qui auraient une espèce de certification comme étant un peu plus rapide et efficace. Et Google impose plusieurs minima d'un point de vue matériel. A priori, un processeur x86 Intel Core i3 de 12e génération ou un AMD Ryzen 7000 au minimum. Et évidemment, on peut mettre des choses qui sont plus avancées, même si ça n'a pas forcément d'intérêt pour une technologie Chromebook. Il n'y a pas de composants ARM compatibles avec cette mention, et ils imposent aussi un minimum de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, moi, l'image que j'ai d'un Chromebook, c'est que tu peux tomber, si tu creuses pas un petit peu, vite sur des machines qui sont un peu poussives. Alors oui, l'OS est très léger et permet de tourner assez facilement pour des usages classiques sur des machines hyper accessibles, mais je trouve que cette transparence apportée à des machines qui seraient libellées comme étant Chromebook Plus avec plus de
puissance sous le capot pour un petit peu apporter de la lisibilité sur ce qu'on achète et espérer faire plus de choses. On sait qu'il y a des applis notamment du Play Store qu'on peut installer sur Chrome OS maintenant. Ça peut être, je trouvais ça plutôt intéressant. Je sais pas si tu avais vu passer, si tu approuves quelque part le programme. Oui, pourquoi pas, effectivement, ouais, tout à fait. Moi, je m'étais concentré sur les pixels, mais c'est vrai que pourquoi pas. Oui, je voulais juste le mentionner comme on parlait de Google. Bon, on va continuer à parler de Google, mais plus sous l'angle matériel et plus sous l'angle des présentations made by Google. Mais malheureusement, sur un autre volet qui nous occupe beaucoup concernant Google, c'est la surveillance de ce qui se passe sur le plan juridique. Et là, ça chauffe, Guillaume. On avait évoqué dans le supplément, le département de la justice américain lance un procès de grande ampleur contre Google pour abus de position dominante de son moteur de recherche, et il appelle comme témoin pas mal de beau monde, au nombre desquels d'ailleurs Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui bien entendu s'est lâché à la barre, parce que, pourquoi pas évidemment, c'est vraiment l'occasion. Donc selon lui, la recherche sur Internet, c'est une zone verrouillée par Google et qu'il est virtuellement impossible de pénétrer significativement, même en ayant les moyens de Microsoft. Ça serait le marché le plus difficile à acquérir à l'heure actuelle. Donc on apprend d'ailleurs que malgré le passage de Bing à l'IA, et la part de marché de Microsoft reste de 3%, et que leur espoir, c'est d'atteindre au jour les 3,5%. C'est bien d'être réaliste comme ça. C'est beau, hein. Il faut de l'ambition dans la vie. Donc là, la faute à qui ? La faute à Google, qui ne laisse aucun espace à quiconque, à coup d'accords multimilliardaires, qui ont fait le choix, qui en ont fait le choix par défaut sur des plateformes énormes comme iOS, et du coup aussi dans l'esprit des consommateurs. C'est ce qu'il appelle le pouvoir du choix par défaut. L'immense majorité des gens ne changent pas les réglages de base, si ça marche bien surtout évidemment, donc ils restent sur le choix par défaut, et qui est Google sur Android, évidemment, mais aussi sur iOS, et aussi sur des navigateurs comme Firefox. Donc Apple a reçu entre 4 et 7 milliards de la part de Google en 2020 pour être le choix par défaut. Un cadre d'Apple a dit que de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'alternative en termes de qualité, et que donc autant palper un max de thunes de Google en plus. En 2016, Microsoft aurait d'ailleurs tenté de vendre Bing à Apple, lequel aurait refusé parce que, mais pourquoi ils feraient ça ? Pourquoi ils s'embêteraient à payer pour avoir un moteur de recherche alors qu'ils peuvent être payés à proposer celui de Google ? Pour lesquels les clients sont contents par ailleurs. Je te le demande. Donc il paraît qu'il y a aussi eu un phénomène analogue chez Samsung. Bon, grosso modo, Microsoft est coincé, il a investi des milliards de dollars pour l'IA dans Bing, et il a tenté d'en dépenser encore autant pour s'imposer en tant que choix par défaut ailleurs, mais malgré ça, il n'a pas réussi à percer. Et donc le fait que même Microsoft se soit cassé les dents est une preuve pour Satya Nadella que Google verrouille le marché contre toute concurrence potentielle. Si eux, ils y sont pas arrivés, personne ne peut y arriver. C'est l'argument de Satya Nadella. Est-ce qu'on peut raisonnablement tomber d'accord avec Satya Nadella sur ce point, Guillaume ? Pas forcément. Et d'ailleurs, c'est ce que les avocats de Google vont s'évertuer à démontrer, bien entendu. Eh oui. Alors, il y a aussi un autre témoignage. Il y a un témoignage du PDG de la feu startup Niva, qui avait une idée de business model audacieuse, puisqu'il voulait faire payer la recherche en échange de n'avoir aucun lien sponsorisé. Donc Google est de plus en plus pourri par la sponsor, et les résultats web qui sont aussi pourris de sites qui vomissent de SEO. Alors globalement, la recherche baisse en qualité quand même sur Google, et donc le PDG de Niva, il y a vu une ouverture pour lui. Son moteur de recherche était juste meilleur que Google. En tout cas, les clients en étaient très contents, mais il n'a pas pu accroître sa base d'utilisateurs assez vite et se retrouve en faillite. Donc il témoigne de la difficulté de se faire même intégrer à la liste officielle des moteurs de recherche sur des plateformes clés comme iOS. Même sans rêver de devenir le choix par défaut, c'est carrément difficile de se faire lister. Pour l'instant, on a donc des témoignages à charge contre Google, qui risquent gros dans ce procès, des amendes monstres, jusqu'à un risque de démantèlement, mais bien entendu, évidemment, Google va aussi se défendre. Ah oui, tu m'étonnes, ils organisent un petit peu leur défense et c'est bien compréhensible quelque part. Par-dessus, on a aussi reçu un commentaire très connexe à ce débat. Oui. Un commentaire de Battant sur le site de Tech Café qui nous indique un lien vers le site développé.com qui relaie une info comme quoi Google manipulerait les résultats de recherche pour favoriser des marges, pour favoriser des marques et pour gagner plus d'argent. Donc là, il ne s'agirait pas de liens sponsorisés en fait, mais bien de manipuler la recherche organique en substituant des mots-clés en coulisses. Bon, il s'avère que ça n'est pour l'instant qu'une rumeur. La source de cette info, c'était un billet d'opinion sur Wired de Megan Gray, qui était une ancienne cadre de DuckDuckGo, et depuis, le site Wired a retiré ce billet en écrivant, je cite, que après que des informations pertinentes supplémentaires leur aient été fournies, Wired a décidé que la qualité de ce texte ne rencontrait pas les standards du site. Bon, donc ils l'ont viré parce que c'était basé sur à peu près rien. Donc il n'existe plus de source pour cette info qui manifestement n'a jamais eu de preuves très solides. Donc l'info reste relayée sur quelques sites sur Internet, évidemment, qui n'ont pas été mis à jour.
Bon, c'est compréhensible, hein. Tu vois un truc sur Wired, bon, tu le relais, tu vas pas forcément vérifier une semaine plus tard que ça y est toujours. Mais bon, voilà, dans ce cas-là, il y a plus de sources. Mais bon, merci quand même à Bâton de nous écouter, bien entendu. Oui, merci évidemment beaucoup. Ce serait scandaleux si un truc comme ça était avéré et qu'il y avait des éléments qui permettaient d'avérer la réalité d'un truc comme ça. Ce serait complètement inédit. Et c'est tellement énorme que du coup, on va prendre des grosses pincettes avec ce relais, surtout compte tenu de ce qui s'est passé sur le site de Wired. On continue avec les choses qui sont pas faites par Google cette fois-ci, plus explicitement. Tu voulais revenir, Guillaume, sur une affirmation très forte de la part d'Apple qui nous propose des Apple Watch, il faut le savoir hein, maintenant, qui seraient, en fonction de leur bracelet bien sûr, carbone neutre. Bon, encore une fois, une info à prendre avec des pincettes. Bah écoute, on a parlé des Pixel Watch 2, et même si Google a hasardé quelques arguments écolos du type aluminium recyclé, moins de carton dans les emballages, bon, on n'est pas du tout sur une posture aussi engagée que celle d'Apple avec ses propres promesses. Et justement, quand on fait de grosses promesses, de grosses annonces, après, il faut pas s'étonner que les gens te regardent avec beaucoup d'attention, et une exigence redoublée. Donc quand on propose une montre supposément carbone neutre, faut pas s'étonner non plus que, voilà, quand de notre côté on abandonne le support d'une autre montre qui coûtait à sa sortie plus de 10 000 $, bon ça motive quelques articles de presse. Alors bien sûr, faire une Apple Watch vendue entre 10 et 17 000 $, c'était une énorme idiotie, que l'on doit à Johnny Ive par ailleurs. Bon, un appareil électronique qui se connecte à un autre appareil spécifique en Bluetooth ne peut pas être un objet intemporel qu'on va léguer à ses petits-enfants, ça n'a pas de sens. Donc une montre connectée de 2015, ce qui se retrouve sans support, c'est normal, c'est triste, mais bon, malheureusement, c'est inévitable. Et au rythme où vont les choses, voilà, et son prix débile, évidemment, on n'y change absolument rien. D'autant que la batterie doit déjà être complètement morte, quoi, et bien entendu, elle n'est pas remplaçable. Donc en termes d'image, c'est pas top, hein, surtout pour une marque qui se targue d'être écolo. Et bon, c'est pas facile d'être écolo, parce qu'on a beau faire des annonces fracassantes sur les progrès qu'on a fait en termes d'empreinte carbone, et les gens veulent vérifier. Mais parce qu'ils n'ont pas confiance, les gens. Ils sont comme moi, ils n'ont pas confiance. Donc Apple a, de manière surprenante, réduit sa transparence en la matière sur ses chaînes d'approvisionnement, selon l'Institute of Public and Environmental Affairs, donc l'IPE. Bon, c'est une ONG qui est basée à Pékin, qui est gérée par des journalistes d'investigation. Alors le gros souci, quand on est une boîte comme Apple et qu'on veut pouvoir dire qu'on est bon pour la planète, c'est qu'il faut que ces centaines de fournisseurs le soient aussi, et prendre en compte tous les facteurs, packaging, transport, fabrication, c'est monstrueusement compliqué. C'est d'autant plus compliqué que par exemple, le financement de projets renouvelables peut aussi donner lieu à des achats de REC, c'est une Renewable Energy Certificate. Ces financements peuvent donc être indirects, un petit peu comme pour les crédits carbone. C'est-à-dire qu'on ne finance pas directement un projet de A à Z, mais on met de l'argent pour favoriser des projets qui aboutiront ou pas, parce que la réalité peut être plus complexe. Mais bon, voilà, les REC, eux, par contre, sont quand même comptabilisés, quoi qu'il arrive, pour réduire l'empreinte carbone globale de l'entreprise. Et cette année, Apple aurait cessé d'obliger ses fournisseurs à révéler leurs données en termes d'empreinte carbone. Alors, c'est un petit peu étrange, alors que l'année, c'est quand même l'année de la visite de Mère Nature, quand même, hein. Oui, n'oublions pas. Donc en 2022, les ventes globales de smartphones ont été en berne, hein. Il y a eu quand même 12% en moins, et malgré ça, si on agrège les données de plusieurs sources, comme l'a fait l'IPE, hein, c'est elle qui a fait l'analyse, elle aboutit à la conclusion que les émissions des divers fournisseurs d'Apple n'ont que très peu baissé, et parfois elles ont même augmenté. Donc c'est un peu étrange. Apple affirme que la montre est produite avec 100% d'énergie renouvelable, mais si on peut pas le vérifier, quel intérêt ? Tu vois, donc évidemment il se défend en affirmant que l'aspect carbone neutre de sa montre est certifié par un organisme tiers, tout ça. Mais bon, honnêtement, la montre on s'en fout. Enfin, pas complètement, mais parce que c'est clairement un coup marketing, tu vois. Mais je veux dire, si c'est fumeux, c'est mieux de le savoir, mais en fait l'important c'est pas l'impact de la montre, c'est l'impact global de l'entreprise. Et en l'occurrence, Apple, évidemment, il va falloir qu'on ait des chiffres. Alors évidemment, c'est le cas aussi pour toutes les autres entreprises, pas seulement Apple. D'ailleurs, les émissions d'Apple auraient significativement baissé entre 2015 et 2022. Elles auraient presque été divisées par 2, donc c'est très bien. Et d'ailleurs, l'IPE, d'ordinaire, est plutôt enthousiaste vis-à-vis d'Apple. Elle lui a décerné un master level en 2022. Donc ils sont pas du tout anti-Apple. Mais bon, ils voient un truc plus opaque, et donc ils s'interrogent sur la transparence cette année, c'est légitime. Parce que c'est uniquement avec la transparence qu'on gagne la confiance des gens, quoi. Donc Apple promet beaucoup, donc on lui en demande aussi beaucoup, et c'est normal. Après, ça sera aussi nécessaire que l'environnement devienne une préoccupation majeure pour toutes les autres marques, hein, bien entendu, et on en est malheureusement très loin.
Ouais, moi j'aime beaucoup effectivement la vision de dire que pour une affirmation de carbone neutre, alors au passage, il y a aussi une réglementation qui évolue beaucoup. Alors notamment là où j'ai du mal à voir, c'est le périmètre, c'est France ou Europe. Il me semble que c'est spécifiquement en France sur les affirmations de type carbone neutre, mais même ça va plus loin que ça, les affirmations pour les entreprises de dire ce truc est écologique, ce truc est vert, ce truc est favorable à une transition, machin, etc. Tout ça commence à être hyper bien encadré et je pense que c'est très sain. Je pense que cette neutralité carbone devrait répondre au-delà de réponses à des critères d'évaluation d'organismes indépendants, etc. Je pense que les États devraient largement encadrer ce type d'affirmation et commencer à donner des clés de lecture qui soient assez objectives. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et effectivement, de dire qu'une ligne de produit ou même un produit en particulier est carbone neutre, on peut faire des jeux d'équilibristes et au-delà même des arguments marketing, comme tu le dis, c'est même des arguments de communicants. Et je pense qu'il faudrait du coup apporter un petit peu d'objectivité sur ces sujets-là. Écoute, ils vont dans le bon sens, en tout cas, du côté de chez Apple sur ces produits. C'est tout ce qu'on peut, en tout cas, leur reconnaître et c'est déjà très bien. Et évidemment, rappelons aussi que c'est pas les seuls. Allez, un dernier mot dans cette rubrique, Guillaume, avec les stickers par intelligence artificielle de Meta qui sont, écoute, très chouettes. Moi, j'ai hâte de les utiliser, Guillaume. Ben oui, écoute, d'ailleurs, tu pourras même peut-être payer pour les utiliser, puisque... Mais oui, j'ai payé un abonnement très cher pour ça, oui. Ben écoute, oui, parce qu'on pourra bientôt payer pour Facebook en Europe, youpi. En fait, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, finalement, parce que, bon, déjà, c'est une obligation qui viendrait, enfin, c'est une possibilité qui viendrait d'une obligation réglementaire due au DMA et au DSA, hein, donc en Europe. Donc Meta imagine de donner le choix aux internautes qui accepteraient donc soit de payer 14 $ par mois pour avoir accès à Instagram, soit ils acceptent d'avoir leurs données récoltées pour de la pub ciblée. Donc s'ils payent, par contre, évidemment, ils pourront utiliser le service sans pub du tout. Donc les tarifs ne sont pas encore certains, ça pourrait être 14 $ pour Instagram, 17 pour Facebook et Instagram, bon, on est sûr de rien, mais le principe paraît validé. Et alors voilà, soit vous payez et vous n'êtes pas ciblé, soit vous êtes le produit. Finalement, c'est assez limpide, et finalement, ça met aussi bien en évidence le mode de fonctionnement de base qu'ont ces plateformes depuis toujours, et qu'on réalise pas forcément. Là, au moins, c'est clair, et c'est déjà ça. Bon, la puissance de ces plateformes et leur omniprésence pose aussi la question supplémentaire de ces alternatives, quand même, de cette alternative, parce que si on considère qu'on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser au moins une plateforme sans restreindre sa propre liberté d'expression ou sa capacité d'exprimer ses opinions, alors l'alternative devient un faux choix. Parce que soit on a les moyens et on doit donc... soit on a les moyens, effectivement, de payer, mais là on peut tout conserver, soit on n'a pas les moyens, on doit renoncer soit à la souveraineté de ces données, soit à sa liberté d'expression. Bon. Ça me rappelle les sites qui te facturent le fait de refuser les cookies ou je sais plus quoi. Enfin bon, je trouve qu'il y a une analogie à faire là-dessus. C'est l'argument de certains comme Max Schrems par exemple qui défend ce point de vue. Quoi qu'il en soit, un petit peu toutes les plateformes vont proposer des options payantes et c'est sans doute autant pour des raisons réglementaires que parce qu'elles proposent toujours plus de fonctionnalités IA qui leur coûtent sans doute très très cher à faire tourner, par derrière évidemment, et pour des résultats qui sont pas toujours super convaincant, mais parfois quand même super rigolo. Alors je devrais pas en rigoler évidemment, mais bon, le fait que le générateur d'IA de stickers de WhatsApp soit aussi problématique me fait quand même bien marrer, quoi. Moi je suis un homme simple, donc quand je vois Bob l'éponge ou Luigi avec un fusil d'assaut, Elon Musk avec des gros seins, une écolière avec un McDom, ou Karl Marx avec des gros seins, ou Trudeau en slip, je me prends à esquisser un sourire, que veux-tu. Donc les problèmes commencent déjà, et on n'est même pas une semaine après l'annonce de la fonction. Donc l'IA générative de Meta fonctionne bien. Elle fait des stickers qui sont plutôt mignons, plutôt convaincants, mais elle est mal encadrée. Alors évidemment, elle est quand même restreinte sur certains termes. C'est-à-dire que normalement, tu peux pas faire Mickey Mouse avec un gun. Mais bon, ça n'empêche pas que si tu lui demandes de manière détournée, ou avec des mots qui contiennent des fautes d'orthographe, elle dessine un petit peu quand même ce que tu veux, quoi. Donc c'est facile à contourner. Donc ça va être un jeu de tap-top chez Meta pour essayer d'éviter ce genre de truc, alors que les utilisateurs vont évidemment passer leur nuit à essayer de contourner le système parce que voilà, générer des boobs, c'est quand même un besoin de base sur la nouvelle pyramide de Maslow d'Internet. Juste après la connexion Wi-Fi, il y a ça, il y a maintenant, ça y est. Effectivement, on va rajouter la ligne dans la pyramide de Maslow d'Internet. Bon, écoute, parfait, Guillaume. Je pense qu'on va pas développer plus que ça. On voit le temps qui passe et on veut vous livrer un maximum de nos éléments. Du coup, Guillaume, enchaînons un petit peu avec le monde de Narnia dans la rubrique que tu as intitulée pour cette fin d'épisode de Tech Café. Avec, pour commencer, la plus grosse réunion interprofessionnelle de robots. Ouh, ça fait rêver. Ouais, on a déjà parlé plusieurs fois de l'explosion des IA qui
Cette explosion-là, c'est vrai que c'est aussi une période très excitante pour la robotique aussi, parce que les robots, c'est vrai que c'est très courant depuis longtemps dans l'industrie, on peut leur assigner des tâches ultra spécialisées, dans des environnements très contrôlés, ils sont très forts, ils sont très efficaces, parce que ils sont beaucoup plus efficaces que les humains, mais sur des domaines ultra spécifiques, ils sont très mauvais quand il s'agit de généraliser, de s'adapter à d'autres environnements. Et c'est justement ce qui se joue en ce moment. Donc on avait parlé de Palm-E, le robot qui servait de grand modèle de langage pour s'adapter à des environnements normaux, entre guillemets, hein, c'est-à-dire normaux pour les humains, des cantines, des cuisines, ce genre de trucs. On avait parlé de RT2 qui arrivait à faire de la généralisation sémantique, hein. On se souvient par exemple qu'on lui demandait de poser une canette sur Taylor Swift, et qu'il comprenait implicitement qu'il s'agissait de la mettre sur le portrait de Taylor Swift, ou si on lui demandait de saisir l'animal terrestre, il prenait la petite vache et pas le petit poulpe, tu vois, donc c'était quand même déjà très impressionnant. Ce genre de truc, l'aspect sémantique est porté par les modèles de langage et les modèles multimodaux est déjà énorme. Mais les robots ont encore des soucis à effectuer des actions qui s'éloignent de ce qu'ils connaissent, de manière motrice directement. Hein. Donc, plus récemment, on avait aussi parlé des recherches de Toyota, qui avait mis au point une méthode pour entraîner les robots plus vite et créer des sortes de librairies de comportement qu'on pourra ensuite utiliser pour créer une sorte de grand modèle comportemental, analogue au grand modèle de langage, mais pour des suites d'actions de robots. Alors, vraiment dans la même veine, cette semaine, on a l'annonce par Google du dataset OpenX Embodiment, donc, et des modèles RTX qui vont avec. Hein. Alors, RTX, ça n'a rien à voir avec les GeForce, hein, RT-X. Donc, OpenX Embodiment, c'est une base de données de comportement sur un panel de formes de robots différentes. Et c'est pour ça qu'on parle d'embodiment. Embodiment, ça veut dire incarnation, parce qu'on veut recenser différents comportements qui viennent de robots qui sont physiquement différents, morphologiquement différents. Google s'est mis en partenariat avec 20 institutions pour 22 formes de robots différentes. Donc ces machines ont collectivement, elles savent faire collectivement 150 choses, elles ont 150 aptitudes, et elles ont effectué 150 000 tâches pour constituer le dataset, qui en fait un des plus gros datasets de ce genre en robotique. Donc les aptitudes de ce type sont basiques, attention, hein. Basiques et classiques pour la plupart, hein. C'est prendre un truc, le bouger d'un point à un autre, pousser, tirer, traîner un truc, frapper, lâcher, etc. Donc les RTX de leur côté... Ce sont des modèles robotiques, mais ce sont des transformers, hein, qui sont donc des architectures analogues à celles de ChatGPT, par exemple, entre autres, sauf qu'ils peuvent travailler dans un espace différent, des espaces qui allient vision, langage et action. Action, parce que c'est des robots, justement, tu vois. Donc à la différence des chatbots, qui, eux, sont uniquement dans l'espace du langage, et parfois du langage et de la vision. Donc ils sont en réalité des déclinaisons de RT1 et de RT2, donc RT2 dont on avait parlé, hein, qui sont respectivement entraînées sur des données robotiques et sur des données robotiques et web, des données aussi sémantiques. Donc les déclinaisons RT1X et RT2X vont plus loin en intégrant le dataset OpenX, et les chercheurs montrent que les robots les utilisent, en fait, les robots qui utilisent ça sont meilleurs que leurs prédécesseurs sur la généralisation. Donc sur une tâche ménagère classique, ils sont 50% meilleurs qu'avant, et surtout RT2X est 3 fois meilleur en ce qui concerne les tâches émergentes, c'est-à-dire que celles qui ne sont pas présentes dans le dataset, des tâches pour lesquelles ils n'ont pas été explicitement entraînés. Par contre, il peut y avoir des savoir-faire, si tu veux, qui passent d'un robot à un autre, d'un type de robot à un autre. Donc des robots qui sont morphologiquement différents peuvent partager des connaissances. On a constaté des transferts de connaissances entre des espèces différentes, si vous voulez, de robots. Alors oui, pour l'instant, les tâches en question sont faites dans des cuisines jouées en plastique, hein, et ça consiste à placer un poivron dans un égouttoir ou mettre une pomme près du chiffon, et pas sur un chiffon, mais c'est vraiment déjà ça, tu vois, et mettre une pomme entre une canette et un mug, ça paraît débile, mais c'est des trucs que les robots n'ont pas été entraînés à faire et qui savent faire quand même. Donc je sais que c'est pas spectaculaire, mais aussi basique que ça soit, c'est quand même un comportement émergent, et donc c'est assez encourageant pour la suite. Enfin, c'est encourageant pour les robots, hein, pour nous je sais pas, mais pour les robots oui. GPT-4V pour Vision, encore de la multimodalité, Guillaume. Oui, la semaine dernière, on avait déjà évoqué GPT-4 Vision, la grosse mise à jour multimodale de GPT-4, hein, donc il s'appelle du coup GPT-4 Vision, que moi je vais juste appeler Vision, parce que Vision, quoi, c'est comme le super-héros. Donc cette semaine, on a eu droit à un rapport de pas moins de 160 pages de Microsoft, hein, sur ses mirifiques capacités. Donc c'est un rapport qui est très long, un peu technique, mais qui est vraiment très lisible en réalité, et qui dégouline d'exemples en tout genre, donc voilà, on peut pas le nier, il y en a qui sont vraiment très impressionnants. Donc GPT-4... il peut faire plein de choses, il peut non seulement comprendre, entre guillemets, le contenu d'une image, mais il le considère vraiment comme un prompt comme un autre. Hein. Donc on peut lui envoyer plusieurs images et poser une question sur l'ensemble et la suite d'images. Donc par exemple, on envoie une photo d'une table de bar avec 2 bières et une photo du menu, et on lui demande combien on doit payer.
Donc il peut suivre des instructions avec l'image comme contexte, comme par exemple écrire une phrase sur l'image avec uniquement des lettres données. Donc tu lui dis voilà, bon enfin si c'est pas bref. Il peut écrire en format JSON les informations sur un permis de conduire par exemple. Il peut lire les informations, les traduire en JSON. En texte. Plus surprenant, le modèle est capable de comprendre des directives graphiques. Alors ce que je veux dire c'est que si on envoie toujours cette photo de table de bar sur la plage et qu'on entoure en jaune, par exemple, avec un feutre, on entoure en jaune une zone de l'image, on lui demande de décrire ce qui est entouré, il va savoir le faire. C'est quand même pas évident. Pareil, si on met une flèche verte devant la bouteille d'eau, une flèche rouge devant la bière, il va savoir ce qui est pointé. Et c'est pas du tout évident si on réfléchit un peu, parce que techniquement parlant, la flèche verte sur l'image, au bout de la flèche verte, il y a un pixel de la plage. Et au bout de la flèche rouge, il y a un pixel de la table. Pour nous, ça semble évident que globalement, elle pointe vers la canette, mais en réalité, le fait que le modèle comprenne qu'il s'agisse de l'objet de haut niveau sémantique canette et pas du pixel qu'il y a devant la flèche, moi, ça m'impressionne quand même pas mal. Bon. Et donc, on peut annoter, en fait, tout simplement les images et ça marche. Autre surprise pour moi, même si en réalité, j'aurais pu m'y attendre, c'est le few-shot learning. Le few-shot learning marche aussi avec les images. Alors, le few-shot learning, c'est quoi ? C'est quand on montre plusieurs exemples de ce qu'on veut qu'un modèle fasse, et pour qu'il apprenne à le faire. En direct en fait. Donc l'exemple archi classique c'est donner un contraire à un mot que tu donnes. Alors ça fait partie des capacités émergentes qu'on n'avait pas prévues forcément chez GPT-3 par exemple. Donc GPT-3 il n'est pas entraîné pour te donner le contraire d'un mot. C'est pas du tout. Par contre si on lui fait un prompt avec des exemples, tu le mets chaud, froid, haut, bas, clair, sombre, si après tu mets mouillé, il va te mettre sec. Et donc, finalement, il sait le faire. Même si on l'a pas entraîné pour, il sait trouver le contraire d'un mot. Et c'est comme ça aussi qu'on peut lui faire traduire des textes, qu'on peut lui faire analyser des sentiments, etc. Et ce système d'exemple, ça marche aussi avec des images sur GPT-4. Donc, à un moment, dans le rapport, on lui envoie une image d'un compteur de vitesse et on lui demande de lire la vitesse qu'il y a dessus. Et il se viande. Il n'y arrive pas. Il se viande complètement. Donc, on essaye de le naze. Alors, pour l'instant, oui. On essaie de le guider avec du texte, d'ailleurs, de dire, non, mais t'es sûr, écoute, on regarde et tout, rien à faire. Donc après, on lui donne des exemples. On lui donne plusieurs images de compteur de vitesse avec plusieurs valeurs de vitesse, qu'on lui donne en texte. Donc une image et un texte avec la valeur. Et après, avec deux exemples, il arrive enfin à lire la vitesse correctement. Il apprend. Et donc il apprend effectivement à lire, par l'exemple, il apprend à lire un compteur de vitesse. Donc il y a tout un enjeu désormais du prompting visuel. Donc il faut un autre exemple, peut-être même encore plus impressionnant, avec une lecture de graphique. On lui demande le maximum d'une courbe, alors qu'il y a plusieurs courbes sur le même graphique, on lui demande le maximum d'une courbe. Et il n'y arrive pas au début, il finit par y arriver avec deux exemples. C'est assez incroyable. Donc Vision, c'est aussi reconnaître les célébrités, les lieux célèbres, il reconnaîtra Times Square, le Space Needle de Seattle, le pavillon d'or au Japon, il sait aussi interpréter un plat, il reconnaît un plat, quand tu lui fais une photo de plat, il te donne la recette du plat. Il sait dans une certaine mesure interpréter les images médicales, il repère une fracture sur un pied, des poumons qui ont une sale tête. Il reconnaît les marques, les logos, il reconnaît les héros de South Park en ASCII art, donc il arrive à interpréter l'ASCII art. Il interprète les sentiments, quand tu prends une photo d'une tête qui a peur, il reconnaît, il sait localiser les objets, il sait interpréter les mêmes, il y a tellement de trucs, c'est incroyable. Et il est aussi très proche de savoir utiliser une interface graphique de PC ou de téléphone, ça aussi c'est impressionnant quand même de généralité. Admettons que tu lui montres une photo de ton écran de PC, avec des icônes, et tu lui demandes de trouver la recette du tofu mapo. Je sais pas ce que c'est le tofu mapo, je m'en fous. Donc, la photo de ton PC, qu'est-ce que tu ferais ? Il dirigerait le curseur sur Google Chrome et il cliquerait dessus. Ensuite, tu continues et tu lui montres la fenêtre d'accueil de Chrome, comme s'il l'avait fait. Et il dit, je mettrai la souris sur la barre de recherche et je taperai recette du tofu mapo. Et il continue comme ça, et encore, GPT Vision se balade sur Marmiton, comme toi et moi, en fait. Ouais. Et c'est vraiment très impressionnant. Il fait la même chose sur un téléphone mobile, d'ailleurs. Donc, pour conclure, on peut évoquer finalement le test de la cafetière de Wozniak. Parce que Steve Wozniak, en 2010, il s'est demandé quand une machine aurait la capacité de se faire un café. Sous-entendu, d'entrer dans une maison inconnue, de se préparer elle-même un café sur la cafetière de la cuisine, comme je ferais moi, quoi. Et c'est pas aussi idiot que ça, parce que ça implique énormément de choses. Ça implique que le modèle peut s'orienter dans une maison inconnue, de se déplacer, il faut reconnaître la cuisine, il faut reconnaître la machine à café, donc il y a 26 modèles différents dans le monde. Il faut comprendre ensuite comment l'utiliser, avec ou sans dosette, filtre ou piston, que sais-je. Et puis ensuite, il faut avoir la dextérité de mener toutes ces étapes à bien. Donc c'est extrêmement compliqué. Et les chercheurs de chez Microsoft n'ont pas vraiment simulé ça complètement, bien sûr, mais bon,
il y a quand même l'idée. Parce qu'ils ont montré à Vision une photo d'un salon d'une maison lambda, et ils lui ont dit qu'il était un robot domestique et que sa tâche était d'aller chercher un truc dans le frigo. Et Vision, il a dit, bon ben voilà, je vais me tourner un petit peu pour voir où est la cuisine, voilà, j'ai cherché, puis les chercheurs, ils ont montré une autre photo de ce qu'il aurait vu s'il avait vraiment tourné, parce qu'en fait, les photos, c'était issu tu sais, des trucs des agences immobilières, là, avec des vues à 360 des intérieurs. Et donc voilà, donc ils avaient les vues à 360, donc ils pouvaient faire la visite virtuelle à GPT-4, en fait. Donc ils ont simulé le parcours de Vision dans la maison, qui est arrivé au frigo, et qu'il a ouvert, hein. Bon, il a ouvert dans sa tête, hein, d'accord, mais il a fait comme ça. Et il y a une autre série d'exemples juste avant, est-ce que c'est une coïncidence, où on a demandé à Vision d'utiliser une machine à café. Donc on lui a montré la machine, on lui a montré les boutons, on lui a demandé qu'est-ce qu'il ferait pour se faire un café. Et en l'occurrence, il est presque arrivé, même si à un moment il a confondu le bouton on-off avec un autre truc, mais bon. Donc, ce qu'on vient de voir si tu veux, sur les robots qui généralisent les tâches, le sujet juste d'avant, et qui s'éclatent comme des petits fous là sur des cuisines Smoby, et Vision qui, en principe, sait s'orienter dans une maison inconnue et reconnaître les boutons sur une machine à café, eh ben je serais pas surpris que le test de la cafetière de Wozniak soit passé avant la fin de la décennie. Et ça, c'est vertigineux, parce qu'il y a 13 ans, quand Wozniak l'a évoqué, il l'a évoqué comme si c'était un horizon extrêmement lointain, presque irréaliste. Et aujourd'hui, peut-être que les enfants qui naissent en ce moment même n'auront pas connu un monde où les robots ne savent pas se faire de café. Ils trouveront ça normal que les robots se fassent du café. Bon, enfin moi, tant qu'ils n'utilisent pas de dosette, je suis OK. Effectivement, faut pas faire n'importe quoi non plus. Bon, et tu souffles le chaud et le froid, Guillaume, avec nous sur l'intelligence qu'on peut associer à ces innovations d'intelligence artificielle, parce que pour le coup, tu as aussi des billes pour nous indiquer à quel point il y a des large language models, des LLM, qui sont peut-être moins intelligents que prévu. Oui, on vient d'être assez optimiste finalement sur l'évolution des futurs IA et des robots, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc il n'y aura pas non plus des excès de confiance dans ces algorithmes. Parce que oui, souffler le chaud et le froid, moi j'aime ça. Donc après avoir évoqué les futurs robots baristas, on évoque un article de recherche en prépublication qui remet un petit peu à sa place les modèles de langage, enfin à leur place les modèles de langage, parce qu'on le sait, ils se plantent régulièrement, que ça soit quand on les interroge sur des faits ou quand on leur pose des problèmes de logique, ils se plantent plus ou moins souvent, mais ça leur arrive toujours. On a aussi découvert qu'ils avaient tendance à se planter un peu moins si on les exhortait à faire un peu gaffe. Si on leur dit « trouve-moi la solution de ce problème, respire fort, réfléchis pas à pas », ben ils se plantent un peu moins. Parce que ça les pousse à donner des réponses plus longues, qui en fait rajoutent du contexte et qui permettent, pas toujours, mais parfois, d'aboutir à des meilleures réponses. Alors fort de ça, on s'est posé plein de questions sur la capacité à s'auto-corriger. Qu'est-ce qui se passe si on fait discuter un LLM avec lui-même pour débattre de la réponse à une question? Est-ce qu'une instance qui le challenge un petit peu, qui en challenge une autre instance, ne peuvent pas collectivement être plus intelligentes qu'un modèle utilisé seul? Enfin, directement, disons. En fait, il semblerait que non. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Si on connaît la réponse à la question et qu'on oriente le modèle comme il faut, on améliore ses performances. Donc une sorte d'oracle socratique qui pousserait le modèle dans la bonne direction systématiquement améliore effectivement le taux de réussite sur divers tests pour GPT-4 et GPT-3.5. Il y a encore beaucoup plus pour GPT-3.5 d'ailleurs. Mais bon, le souci, c'est que si on connaît déjà la réponse, on s'en fout de poser la question en pratique. Donc, qu'en est-il quand on pousse le modèle à s'auto-corriger, mais qu'on ne connaît pas la réponse? Donc, on ne le pousse pas dans un sens ou dans un autre. Qu'en est-il de ses capacités intrinsèques à se corriger? Eh bien, elles sont nulles. Voilà. Tout simplement. De gros nazes. Pousser un modèle à se corriger fait parfois même baisser ses performances. Et ça les augmente jamais. En fait, les demandes successives de revoir les réponses sont juste des prompts plus longs, finalement, qui peuvent être moins efficaces qu'un bon prompt de départ. Alors, il reste possible que les auteurs n'aient pas eu la bonne stratégie pour pousser le modèle à réviser ses réponses, mais a priori, sans tricher, un modèle qui raisonne pas à pas est déjà à son maximum, et puis c'est tout, quoi. On arrive juste aux limites de ce modèle. La réflexivité ne fait pas de miracle. Donc on touche là aux limites des modèles actuels qui ont encore du mal qu'on a encore du mal à gérer. Donc on l'a répété avec Google aujourd'hui, mais les grosses boîtes font le forcing sur l'IA, elles en mettent partout. On aurait pu aussi parler de Zoom qui va en mettre dans sa suite bureautique, parce que oui, Zoom a une suite bureautique. Tout le monde veut créer des assistants qui vont digérer et manipuler toutes vos données, mais ça reste un pari. Et un gros pari, parce que voilà, est-ce que ça va marcher aussi bien que prévu? Qu'est-ce qui va se passer quand les utilisateurs vont voir que leur assistant hallucine un email qu'ils n'ont jamais reçu, qu'ils ont mis un truc important dans leur résumé de la semaine, qu'ils ont raté la valeur cruciale dans un tableur ou dans un graphique? Et parce que c'est déjà arrivé avec Bard. Kevin Roose, un journaliste du New York Times, qui a eu accès à Bard, donc à l'assistant avec Bard, a remarqué que le chatbot lui a parlé d'un email qui n'était pas dans sa boîte.
Donc il y aura des erreurs. À quel point elles seront rédhibitoires ou à quel point elles seront acceptables pour le business model, ça reste à voir. Puis bien sûr, les IA, comme toute nouvelle tech, c'est aussi un vecteur d'attaque supplémentaire. Donc il y a un autre exemple simple, c'est les assistants comme ChatGPT, à nouveau, récemment, ils vont pouvoir accéder au web. Les assistants, tout le monde, toutes les IA vont accéder au web. Donc ils vont pouvoir charger et lire des pages, parce qu'ils doivent les lire pour les résumer par exemple, ou pour en extraire des données dont ils ont besoin pour répondre à la question. Et tout ça, c'est super cool. Mais imaginons que le site contienne un prompt bien étudié pour pousser le chatbot à faire X ou Y. Ça s'appelle l'injection de prompt, et c'est un vrai problème. Donc un LLM ne fait pas de différence entre une requête et les données qui servent à l'exécution d'une requête. Pour lui, tout est texte. C'est dans sa fenêtre de contexte, c'est du texte, c'est du prompt, il n'a aucune différence. Et déjà en mai dernier, il y a un hacker qui a utilisé une injection de prompt sur YouTube. Donc c'était une preuve de concept, il a juste inséré un prompt dans la transcription d'une vidéo, et ensuite sur ChatGPT, il a utilisé un plugin pour résumer les vidéos YouTube, et il l'a fait tourner sur la vidéo en question. Donc le modèle, il a lu la transcription, puis il a vu le prompt, et puis il a exécuté. Et l'exécution, ça a consisté à insérer un texte d'une blague dans le chat. Et ça, il a marché, ça a marché. Donc la démonstration est faite. Il a utilisé le plugin, et il s'est vu raconter une blague. Donc c'est une preuve de concept, mais ça prouve qu'il est possible de faire des trucs à une IA, juste en insérant un texte bien précis sur un autre site. Donc quand les IA seront partout, et qu'elles se baladeront en permanence sur le web, ce type d'attaque deviendra sans doute un vrai souci. Et ils sont dessus chez Google, ils en sont parfaitement conscients. Mais bon, il n'y a pas de panacée pour ça, parce que les LLM, ils sont comme ils sont, quoi. Donc on peut rajouter des rustines par-dessus, on peut mettre des filtres et compagnie, mais voilà, quoi, c'est pas facile, et puis on voit avec les stickers de méta que c'est pas forcément efficace. Ouais, ça laisse pas un avenir complètement rassurant. Alors je pense notamment aux entreprises auprès de qui l'arrivée des modèles de langage peut être source d'interrogation pour des raisons de sécurité. Je pense que on n'est pas prêt de voir des choses avancer à vitesse grand V à l'intérieur des entreprises à cause notamment de ces enjeux-là, et c'est quelque part un peu compréhensible. Je sais pas à quoi ressembleront ces interfaces dans 5 à 10 ans quand tu vois la vitesse à laquelle ça va et les directions que ça peut prendre, mais peut-être qu'on sera là pour les regarder ensemble. On va conclure cet épisode avec une petite rubrique jeux vidéo. Alors d'abord un petit follow-up, Guillaume, on se devait peut-être de le mentionner rapidement comme on a parlé de ce qui s'est passé du côté de Unity. On a dit qu'après des annonces aussi problématiques que celles qui ont été faites au sujet des tarifications du moteur de jeux vidéo, l'entreprise ne pouvait pas rester indemne. En fait, je sais pas si on aurait pu le voir venir, mais en tout cas, le responsable de Unity démissionne. C'était John Riccitiello. Alors je connaissais pas du tout, je vous relais la news parce que je l'ai vu passer, mais il démissionne. Je pense que là c'est assez marquant pour voir à quel point ça a eu des conséquences pour l'entreprise. Et pourtant, alors je sais pas si c'est juste de la com, mais Unity confirme ses prévisions financières pour le 3e trimestre 2023 déjà annoncées. Donc j'ai l'impression qu'ils restent confiants sur leur avenir. Grand bien leur face, on sera là pour vérifier. Guillaume, les éditeurs du jeu vidéo de Gollum, il faut qu'on en reparle de ce jeu vidéo. Je crois que c'est le jeu vidéo le plus mal noté de toute l'histoire du jeu vidéo, si je dis pas de bêtises, non ? Pas très loin probablement. Alors c'est vrai que c'est pas une news très importante, mais elle est un petit peu en rapport avec les sujets dont on vient de parler. Et puis elle m'a fait marrer. Alors je sais pas si vous vous souvenez effectivement de Gollum, c'est le jeu vidéo qui fera date comme étant un des plus éclatés de 2023. Peut-être de tous les temps, c'est un candidat pour un joueur de grenier du futur. Bon, le jeu est super mauvais. Clairement, le pauvre. En plus, avec une déception, parce que sur le papier, ça aurait pu être génial. Complètement. Après, le jeu, il était super mauvais, mais il était aussi assez fauché. Il est sorti de force, il est sorti pas fini. Bon, voilà, Daedalic Daedalic ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres, devant les réactions plutôt négatives, évidemment, les devs ont publié un billet d'excuses, un backtexte d'une page assez générique. Excusez-nous d'avoir fait de la merde. Qui est vraiment signé Daedalic. Et donc, on pensait que c'était les devs qui l'avaient écrit. Mais en fait, personne chez Daedalic n'a écrit ça. C'est l'éditeur Nacon qui a publié ce truc sans leur demander leur avis. Mais le plus beau, c'est que personne chez Nacon n'a non plus écrit ce billet puisqu'il a été écrit par ChatGPT. Quand tu n'en as plus rien à foutre. J'imagine le gars trop occupé sur sa Switch, c'est Nacon, qui demande à ChatGPT de lui écrire 4 vieux paragraphes. Mais il faut que ce type se fasse connaître, parce qu'il deviendra synonyme officiel de flemme dans l'édition 2024 du Larousse, et l'antonyme officiel de respect, tu vois. Et le pire, c'est, je pense que Nacon est juste un précurseur, parce que faire rédiger des textes d'excuses par un robot, ça va devenir la norme. Peut-être c'est déjà la norme, peut-être c'est déjà le cas, mais on s'en est pas encore rendu compte. Magnifique. Effectivement. Oui, puis au moins ça met de côté tout l'effort intellectuel qu'il peut y avoir à formuler des excuses.
Je suis sûr qu'il y a des enfants qui ont formulé des excuses à leurs parents ou à leurs responsables scolaires avec ChatGPT probablement. Guillaume, Fortnite encore, hein, avec de la pub qui s'intègre au jeu, c'est ça ? Bah, il y a bien des sponsors GM et Maybelline, alors voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas des sponsors pour Shell ? Bon, je sais pas que Shell avait besoin de pub, hein. Parce que bon, depuis la guerre, ils doivent imprimer les billets eux-mêmes, je pense, ça va plus vite, hein. 5 milliards de dollars de profit pour le dernier trimestre, ils rachètent leurs propres actions à tire-larigot. Bon, ça a baissé quand même, donc il faut penser à l'avenir sûrement. Et l'avenir, il est pas rose, enfin je veux dire, il est pas bleu pétrole, forcément, l'avenir, puisque si on laisse faire ces gauchistes et ces nazis verts, il pourrait souffrir, le pauvre Shell, le pauvre, hein, les prix ont même commencé à baisser sur le marché global. Donc voilà, il faut faire comme McDo, du coup, il faut s'y prendre tôt, il faut choper les jeunes, les enfants, les abdos, pour qu'ils s'habituent vraiment tôt et qu'ils grandissent bien et qu'ils puissent dire une fois adultes, la bagnole, moi, je l'adore. Et qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée, ces glandeurs de jeunes, hein ? Eh ben, ils regardent Fortnite. Alors allons-y, sponsorisons du Fortnite sur Twitch et ailleurs. Choisissons des influenceurs qui font des millions de followers et plaçons-nous. Et donc voilà, on a le Ultimate Road Trip avec Shell. 6 zones, 6 défis avec des grosses bagnoles qui font des gros vrooms, tout ça pour promouvoir le nouveau carburant amélioré premium de chez Shell. C'est super. Il y aura aussi des stations de service Shell, hein, où j'espère qu'on pourra acheter des petits sapins qui sentent bon et qui n'ont pas au rétroviseur. Unique raison valable pour moi de posséder encore une voiture. C'est du bon sens. Guillaume, on termine avec la place du e-sport, notamment comparé au sport classique, entre guillemets. Ben oui, alors vous le saviez peut-être, mais moi je le découvre. Hein. Le e-sport en Asie est devenu plus populaire que le sport. Je suis très surpris. Le sport qu'on peut faire assis, en fait, est tellement populaire que les billets pour les grosses compétitions font l'objet d'une loterie. Parce que quand on a 5 millions de demandes pour un événement sportif, on peut pas vraiment faire autrement. Donc désormais, on peut officiellement gagner des médailles d'e-sport, des médailles d'or, d'argent, etc. aux Jeux asiatiques. Ça y est, c'est officiel, de vraies médailles, comme les lanceurs de poids. 20 pays ont participé à cette compétition, au jeu qui vient de se terminer d'ailleurs dimanche dernier. Et la Chine a gagné une médaille d'or en gagnant contre la Malaisie, à Arena of Valor par exemple. Donc l'Asie représente 53% du marché de l'e-sport, et à elle seule, hein, et encore plus étonnant, la Chine représente 34% du marché mondial. Alors, c'est quand même étonnant parce que la Chine, elle est très ambivalente sur le jeu vidéo. Donc on avait discuté d'ailleurs probablement ici même, hein, des restrictions qu'avaient les petits Chinois à 3 heures par semaine, aux différents embargos sur les consoles ou sur les jeux. Bon, le jeu vidéo est une part importante de l'économie chinoise aussi, pourtant, puisque Tencent, par exemple, compte beaucoup dessus, il cachetonne beaucoup dessus, mais le gouvernement chinois ne sait pas trop comment prendre la chose, on dirait. C'est assez marrant. La Chine est très très forte, en plus, en e-sport. Des villes comme Shanghai ou Shenzhen sont devenues des centres internationaux, au rayonnement mondial, mais le gouvernement le valorise pas, parce que par ailleurs, il veut lutter aussi contre l'addiction aux écrans. Donc voilà, encore une révolution culturelle en devenir, je sais pas. Et encore plus étonnant, encore plus de 50% des compétitions en Chine se font sur téléphone mobile. Moi qui étais resté aux compétitions de StarCraft entre Coréens, j'ai quand même beaucoup de retard à rattraper, hein, c'est impressionnant. Effectivement. J'ai du mal à visualiser ce que ça donne, ces limitations, d'ailleurs, ces interdictions de temps passé sur les jeux vidéo en Chine. Ça reste assez éloigné de notre réalité pour qu'on arrive à vraiment mesurer ce qui se passe concrètement dans les foyers chinois. Je serais assez curieux d'en savoir plus. Je fais un petit appel du pied si jamais vous êtes calé sur cette réalité du quotidien. Au passage, ça m'intéresserait énormément. Merci évidemment infiniment, Guillaume, pour tout le travail de préparation de cet épisode qui permet de livrer une veille sur la tech qui soit à la fois qualifiée et en même temps dans un format qui soit agréable, je l'espère, à écouter, convivial et pratique à insérer dans votre quotidien. Si jamais vous êtes convaincu par le format et l'exercice, rendez-vous sur patreon.com/TechCafé. Vous nous soutenez comme je vous l'ai invité à le faire en introduction. Et puis, je vous invite aussi à discuter entre vous et avec nous sur Discord, tout en déposant des avis sur les apps de podcast. On peut se retrouver individuellement aussi. Vous pouvez nous retrouver individuellement en plus de ces différents canaux. Guillaume, par exemple, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bon, on me retrouve à me documenter sur ce à quoi ils jouent les sportifs, en fait, les e-sportifs, parce que je suis à l'arrêt, là. Arena of Valor, mais c'est quoi ce truc, mon Dieu ? Je sais pas du tout, j'avoue. J'ai l'impression d'être si vieux. C'est horrible. Et éclairez-nous... Et soignez-nous, éclairez-nous sur la réalité du jeu vidéo comme ça en Asie. Et puis sur ce à quoi il joue. Je suis Guillaume Vendée, je suis en train de mourir, mais vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux, et évidemment dans quelques jours, dans un prochain épisode de podcast, quel qu'il soit, et notamment, Guillaume, tu vas me permettre dans le prochain épisode de reposer, je l'espère, ma voix, parce qu'on t'écoutera largement détailler des usages autour de Stable Diffusion, peut-être, j'allais dire, le mal-aimé ou le plus méconnu des générateurs de mirage. On en reparlera ensemble. Merci à toutes et merci à tous pour votre écoute et votre
votre fidélité. Rendez-vous donc dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.